Cette émission vous est recommandée par la bande dessinée Les Geeks. Bonjour et bienvenue dans Geeking numéro 157. On va vous parler évidemment de plein de choses comme d'habitude. J'ai avec moi l'équipe presque au complet. Je dis bien presque parce que bon, il en manque encore un. Devinez qui. Donc bref. C'est moche. Ah ok, c'est comme ça. Sans attendre, donc, on passe aux news Magnéto. Et dans les news cette semaine, on a retenu 7 choses. Pas facile à faire. Lâche. Ouais. 7 choses. La première chose qu'on a retenue, c'est l'épisode, enfin ceux qui possèdent un Windows Phone le savent, l'application YouTube qui a encore une fois disparu. Enfin, elle n'a pas disparu, disons qu'il y a une mise à jour de l'application YouTube sur Windows Phone qui fait que, en fait, l'application n'est plus qu'un raccourci vers la version mobile de YouTube, donc... c'est le site web mobile, il n'y a plus vraiment d'appli, voilà. Ça fait un moment que ça dure, c'est-à-dire qu'au début c'était un simple lien, puis Google a fait même retirer ce lien, enfin quand on cliquait dessus on arrivait sur une page toute pourrie où on pouvait pas lire les vidéos quasiment et tout ça, puis Microsoft a fait une superbe appli que Google a fait retirer parce qu'ils respectaient pas les règles machin. Puis ils ont respecté les règles de Google et Google a dit bon non, on la retire quand même. Donc du coup il n'y a plus d'appli pour regarder YouTube sur Windows Phone, encore une fois. Donc il n'y a que des applis tierces, mais l'appli officielle, elle n'existe plus. Ça continue donc. Une autre news, je vous parlais de Kota. Je sais pas si vous avez vu ça, c'est en fait une recharge sans fil du futur. Mais quand je dis du futur, c'est un truc de ouf. Vous avez une boîte, un cube, qui fait comme la table, là, tu vois, un cube comme ça, blanc, que tu places quelque part dans ton appartement. Bon, c'est un peu volumineux, mais tu peux poser des trucs dessus, hein, tu vois. Une table basse, quoi. Ouais. Et en fait, dedans, il y a plein de petites antennes qui envoient un signal sans fil vers les appareils compatibles. Donc, il est capable de localiser les appareils qui ont ce truc-là. Et il les recharge sans fil jusqu'à une distance d'environ une trentaine de mètres. Ce qui veut dire qu'en fait, vous placez ça quelque part dans votre appart, vous mettez des piles dans votre télécommande compatible avec cette technologie, vous n'avez jamais à vous occuper de les changer ni de les recharger, puisque c'est cet appareil qui les recharge. Si votre téléphone est compatible, dès que vous rentrez chez vous, le téléphone est en charge sans que vous ayez rien à brancher. Pas mal ça. C'est pas mal. Et donc là, c'est juste, si ça fonctionne bien, mais la démo en tout cas fonctionnait. Quand tu dis appareil compatible, quand tu parles de piles, c'est possible ou il faut que la télé non, l'objectif c'est qu'en fait ils vont faire des batteries qui sont des piles compatibles avec cette techno. Et en fait, même si dans la pile, la plupart il y a quasiment que les composants pour la recharge sans fil et très peu de batterie, t'en fous, ça charge en permanence. Donc voilà. Pas mal. Alors là, du coup, tu peux imaginer n'importe quoi. C'est-à-dire que n'importe quelle horloge chez toi, tu mets cette pile, tu t'en occupes plus jamais. Le mec, il fait une démo donc avec la recharge d'un téléphone, mais toi, toutes tes tablettes, tout ce que tu as chez toi, peut potentiellement être rechargé sans fil à partir du moment où tu as passé la porte, quoi. Donc, il n'y a pas de limite sur le cube. Dans la démo, en tout cas, il n'y a pas de limite. Mais peut-être qu'il y en a, hein, J'ai 500 tablettes chez moi, c'est juste. Non, mais entre tablettes, les horloges, si tu mets vraiment tout, ça va vite, quoi. L'idée de ça, quand même, c'est quand même assez magique. Alors, je montrerai la vidéo démo, hein. Mais le mec fait la démo avec un iPhone où, en fait, l'iPhone, il n'a pas modifié la batterie, mais il a branché, un petit truc sur l'USB, un tout petit appareil, et le Kota, donc, ça s'appelle comme ça, c'est OTA, envoie ce qu'il faut, le signal qu'il faut, et du coup, ça charge. Alors en plus, le truc est assez malin, ça fonctionne par résonance magnétique, et donc du coup, il est capable de savoir qu'il y a un obstacle, par exemple, entre l'objet à recharger et le Kota, et donc il est capable de diriger le faisceau de résonance magnétique sur les murs pour le faire rebondir jusqu'à arriver au truc. C'est un truc de malade. Hein. Mais du coup, si c'est dans un sac ou dans une housse, ça passe. Ça marche quand même, non, mais quand je dis un obstacle, c'est genre un humain. Parce que le corps humain absorbe en fait ces ondes-là.
Et du coup, pour éviter même, tu vois, de t'irradier, en fait, il dirige le faisceau pour contourner. Parce que sinon, à 25 ans, t'es mort du cancer. Hein, en fait, ce qu'il explique, c'est que ça fonctionne sur la même longueur d'onde et c'est pas plus puissant qu'une antenne Wi-Fi. Donc, voilà. Tu vois, c'est ça l'idée. Ah, il y a le caméraman qui rigole. Il faut un peu moins de toute façon. Ouais, voilà. Mais tu vois, par exemple, là, les caméras sont branchées sur le secteur. Bah, tu peux imaginer qu'elles pourraient demain ne plus du tout être branchées. Ou même ta télé. Aujourd'hui, tu as un câble pour l'alimenter. Bah, tu pourrais imaginer. Bon, pour le moment, ça envoie qu'un watt, donc c'est pas prêt d'alimenter ta télé. Mais si un jour, tu as un écran qui consomme qu'un watt, bah voilà. Ou tout un tas d'appareils, des petites radios, un réveil et tout ça. Je trouve ça juste fantastique. Quoi. Ça arrive quand 2014. Il a donné un prix? Il y a déjà. Non, il n'y a pas de prix. Je pense que d'abord, en plus, ils vont équiper, tu sais, les lieux publics. Comme ça, dès que tu arrives dans un aéroport ou une gare, bah, ça se met en charge et tout ça. Quoi. Voilà. Mais attends, si t'es en immeuble, ton voisin aussi en profite alors du coup non, parce qu'en fait, il y a un appairage à faire. Il y a quand même, d'accord. Il reconnaît l'appareil qui est à toi ou pas. D'accord. Et ouais, sinon, c'est trop facile. Dans ce cas, le public, ça marche pas. Mais si, parce qu'en fait, il suffit qu'il y ait un code public. Tu sais, et du coup ta batterie charge. Ouais, voilà. Enfin, c'est l'équivalent d'un Wi-Fi ouvert, tu vois. Ah ouais. Okay. Voilà. Donc, franchement, pas mal. La démo a été faite au TechCrunch Disrupt, je crois. Et vraiment top. La news suivante, c'est le Galaxy Round. Je sais pas si vous avez vu ça. En fait, c'est un Galaxy Note. Donc, vous voyez le téléphone Android assez gros là. Sauf qu'il a pas de stylet. Et il utilise un écran incurvé. Donc, en fait, il est incurvé. Mais alors. Tu sais, on s'attendrait à ce qu'il soit incurvé. Attends, je vais prendre le lumière. On pourrait s'attendre à ce qu'il soit incurvé comme ça. Oui. Mais en fait, non, il est incurvé comme ça. Tu vois, à la verticale. Comme ça, quand tu l'as dans ta poche, il a vraiment la forme de ta cuisse. Il faut avoir une poche là, quoi. Et, histoire de dire ça sert pas à rien, ils ont fait un truc fantastique. Quand tu le poses sur la table, si tu appuies sur un des côtés, ça le relève légèrement, tu sais, et l'écran s'allume et tu vois les notifications. Et si tu le lâches, l'écran s'éteint, il se remet à plat. Ça sert juste à ça. C'est-à-dire, autant vous dire, à rien. Surtout qu'en plus... C'est de l'ergonomie. Que dalle. Parce que il fait quasiment 6 pouces. Tu peux même pas aller chercher le truc en haut et c'est pas parce qu'il a incurvé que tu peux y aller, quoi. Donc c'est ergonomique de rien du tout, ça sert à rien. Surtout qu'en plus, comme il est flexible, normalement, les écrans flexibles sont quasiment incassables. Ben là, je sais pas pourquoi, Samsung, ils ont décidé que celui-là, non, il serait pas incassable. Ils ont mis apparemment, enfin... Parce que le choc glisse sur la surface. Non, mais si l'écran est flexible, tu peux le tordre, ça cassera pas. Oui. Mais sur le Round, c'est pas le cas, parce qu'a priori, ils ont utilisé un espèce de polymère à base de verre, qui fait que bah, du coup, le truc est super costaud. Donc tu tournes, ça casse. Voilà. Ou tu le fais tomber, il casse. Enfin, il est pas plus solide qu'un écran classique. Donc en plus, ça ne sert même pas à ça. Bref, ça sert à rien. Donc voilà, c'était la news pour dire les écrans incurvés, c'est pas encore ça, surtout si on s'en sert juste pour appuyer et faire le cheval à bascule, quoi. News suivante. Ah oui. C'est moi. C'est toi. Triad Nemesis. Yeah. Donc c'est un projet Ulule, donc projet français, de romans à réalité augmentée. Donc c'est des romans avec une histoire, il va y avoir une trilogie. Le premier roman doit sortir en 2014, il me semble. Et en fait, on va avoir pas mal de supports annexes qui vont être développés pour approfondir chacun des romans. Des enquêtes et tout, j'ai vu. Des enquêtes, il y aura... Des énigmes, des mini-jeux. Oui, il y aura aussi un jeu donc, à réalité augmentée qui va se dérouler sur 4 mois ou sur 6 mois pour le lancement d'un autre tome aussi. Et tu vises tes pages en fait avec un téléphone. Oui, tu vas pouvoir... donc tu auras une version papier avec des QR codes pour voir des médias en plus. Et après, tu auras aussi la version numérique avec des liens directement intégrés dedans pour avoir des trucs en plus. Sachant ça, que cool. Les actions qui vont se dérouler dans le jeu et dans les autres supports vont se répercuter dans la narration du dernier tome. Et vont aussi avoir des répercussions sur la musique parce qu'ils ont développé un univers sonore bien particulier. Et donc apparemment, pour le 3e tome, on aura une ambiance différente en fonction de ce qui s'est passé. Donc plutôt sympa à suivre, ça se termine dans une 30aine de jours. D'accord, donc il faut y aller. Faut pas hésiter à y aller, ça a l'air plutôt sympa. Enfin, moi, ça m'intéresse. Ok. Bah, en tout cas, la vidéo est prometteuse. Ensuite, ça va Christophe, tu vas bien donc ensuite, après, les crowdfunding pour... alors donc, toujours dans les Ulule et compagnie, en fait, il y a une société donc, qui fait des jeux de rôle en France, qui s'appelle Black Book, qui, elle, a décidé de faire ses propres crowdfunding. Elle passe pas par Ulule, elle passe pas par ses propres trucs. Et donc, ils ont fait 2 campagnes, une pour Pavillon Noir, donc un jeu de pirate et tout, qui a très très bien réussi, et une autre pour Polaris, donc un jeu sous l'eau, tout ça. Et donc là, ils en lancent une 3e pour le renouveau d'un jeu de rôle assez connu qui s'appelle Deadlands,
Donc c'est qui se passe Far West magique, on va dire, avec toutes les légendes indiennes. C'est top ça. Ça c'est génial. Deadlands c'est terrible. C'est terrible Deadlands. Mais c'est quoi, c'est une suite du coup ou c'est une réédition? C'est une réédition de l'ensemble du jeu et là c'est pour des nouveaux suppléments. C'est vieux Deadlands. Oui, Deadlands, oui, c'est super vieux et c'est vraiment un truc à essayer quoi. Ouais, c'est vraiment sympa, c'est original, adoré. Ça change des univers Medfan ou science-fiction classique. Complètement. Après aussi, toujours dans les crowdfunding, y a Mantic Games qui est un peu on va dire la société un peu copieuse de Game Workshop, on va dire, en quelque part. Ils font beaucoup de produits similaires. Oui. Mais qui font des très bons jeux. C'est un peu le Samsung d'Apple, quoi. Regarde le troll. Et donc en fait, ils ont lancé un Kickstarter et justement pour une fois ils font un jeu qui n'a rien à voir parce qu'ils lancent Mars Attack, un jeu de figurines. Humain contre perso de Mars Attack. Et ça va être complètement déjanté, quoi. Voilà, ça va être n'importe quoi. Là déjà ils sortent les figurines et tout. Et du coup, les humains ils ont les éclateurs soniques et tout. Il faut passer du Tom Jones pour. Oui, voilà, pour jouer. Très bien. Ok. Et on va terminer par la news un peu what the fuck du siècle. Petit coup de gueule. Beast. Bon, attends, là, franchement, on a été très positif, je trouve, dans les news. Hein. Beast of War contre Games Workshop. Alors, oui, Beast of War, c'est. Donc on va dire c'est des collègues anglais qui ont fait un peu le site, je pense, majeur dans tout ce qui est monde de la figurine. Ouais. Et donc ils ont une super émission en plus. Voilà, ils ont une émission en podcast qui s'appelle On the Table, qui présente toutes les nouveautés figurinistiques que vous pouvez avoir dans tous les jeux. Ils s'intéressent autant à des gros groupes comme Game Workshop que aux petits éditeurs qui ont sorti 2 figurines. Et donc là, il y a Game Workshop qui ne veut pas trop qu'on parle d'eux, qui leur a un peu cassé leur partenariat avec Wayland Games, donc qui est un gros distributeur. En fait, l'idée c'est que, c'est que Wayland fournissait les figurines Game Workshop, étant donné que Game Workshop ne veut pas les fournir. Ils avaient trouvé un partenariat avec Wayland et ils avaient fait tout un studio chez Wayland pour tourner, pour leur podcast. C'est comme si nous on avait un partenariat, je sais pas moi, avec quelqu'un à Bordeaux et on allait tourner chez eux. Et donc tout ça tombe à l'eau. Et tout ça tombe à l'eau, parce qu'en fait, Games Workshop, ils ont une politique de relations presse très simple. C'est rien du tout. Voilà. C'est-à-dire, nous on parle de nos jeux, personne d'autre n'en parle. Voilà. Point barre. Mais en fait, ce qu'ils aimeraient d'ailleurs, c'est même que ils aimeraient bien contrôler même ce qui est dit. C'est-à-dire que quand on dit quelque chose de pas bien, et même quelque chose de bien, c'est marqué dans leurs conditions. Parce que c'est interdit de dire du mal des produits Game Workshop. Ouais. C'est quand même assez énorme, quoi. Et donc du coup là ils ont été jusqu'au bout du truc et donc une des émissions les plus connues quand même se retrouve maintenant avec le partenariat cassé, donc ils ont plus d'endroit pour tourner. Ils sont en train d'en développer un, ils arrivent à s'en sortir, mais bon, ça leur fout un sacré coup. Parce qu'en fait, c'était ça, ou alors Wayland avait plus le droit de vendre du Games Workshop. Voilà, Wayland se prenait une tartine. Alors que bon, c'est quand même un gros morceau. Si tu le vends pas, quand t'es un spécialiste de la figurine, c'est un peu dommage. Voilà, c'est un peu la moitié du marché. Mais c'est un peu dommage, quoi. Enfin, c'est juste débile. C'est dommage parce que Game Workshop en plus est en train de faire une politique où ils sont, au niveau figurines, ils sont en train de tout améliorer, les règles, les figurines. Et t'as même pas le droit de dire que c'est bien. Voilà, et on peut même pas dire que c'est bien. Donc du coup, nous on parlera plus. Nous on a arrêté d'en parler puisqu'ils veulent pas qu'on en parle. Nous on a fait 3 sujets, je crois, dessus. J'ai fait 3 sujets dessus. C'est fini. Voilà, c'est aussi simple. On parlera d'autres jeux de figurines qui vous coûteront peut-être moins cher, qui seront mieux d'ailleurs. On va faire comme Audrey qui fait beaucoup d'indépendants, on fait la même chose en figurines. Ça sera pareil. Voilà, donc dommage, hein. Dommage. Bon, tant pis. Bref, de toute façon, ils ont pas besoin de nous, ils ont déjà plein d'argent. Voilà. Allez, on passe à la suite. Et puis voilà, c'est tout. Dans la rubrique high-tech, Timothée et moi-même allons vous parler de la 4G. Alors là, c'est la 4G Orange, puisqu'on teste en ce moment avec le Nokia Lumia 925. Attention. Cette petite bête là. Ouais, voilà, on en a un chacun. Pendant 15 jours, donc c'est cool. Donc on va vous parler de la 4G et surtout est-ce que ça vaut vraiment le coup. Alors on n'a pas le même avis, mais parce qu'on a forcément... Parce qu'il y en a un qui découvre la technologie. Voilà. Bon. Mais parce que malheureusement pour toi, t'avais pas de téléphone dual carrière, donc H+, donc t'avais déjà des débits qui étaient pas... Enfin, qui allaient jusqu'à 20 mégas maxi, quoi. Donc forcément, toi, ça te change la vie. Moi, pas tant que ça. Donc on va en parler vite fait. Donc la 4G qui vient d'être lancée commercialement là au mois d'octobre. Les opérateurs arrêtent pas de se battre sur ça, renfort de pub, comparatif ou pas d'ailleurs. 4G Ready et tout. Alors 4G Ready, c'est justement le dual carrière chez SFR. 9 mois avant, ils avaient appelé ça le 4G Ready.
C'est comme la HD Ready, qui était pas de la HD, mais qui était presque un peu de la HD. Et ben, SFR l'avait fait. Ça passe. Voilà. Donc bref, du coup, on a la chance de pouvoir l'essayer. Les opérateurs se battent. Bouygues a le plus grand nombre d'antennes. Aujourd'hui, ils en ont quasiment 3 fois plus que les autres. Free a toujours pas lancé la sienne. C'est le seul des 4 opérateurs avec des vraies antennes qui n'a pas encore activé, mais ça va pas tarder. Non, je pense que... Non, leurs antennes sont déjà compatibles 4G. Il faut juste qu'il active. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc moi, j'ai eu la chance d'essayer celle de Bouygues. Ah ouais? Ouais. Donc j'ai aussi celle d'Orange. J'ai pas essayé celle de SFR, donc on n'en parlera pas plus que ça. On va pouvoir un peu comparer. Donc en théorie, Orange, eux, ont sorti un site qui s'appelle quelameilleure4g.com qui est le moins cher. C'est ça. Voilà. Donc tu vois pour te dire à quel point ils vont jusqu'à faire toujours de la comparaison, tu vois. Donc qui est la meilleure 4G? Alors évidemment, c'est eux. Pourquoi? Parce que c'est les seuls à avoir obtenu ce qu'on appelle les fréquences en or, c'est-à-dire les plus hautes fréquences de 4G, ce qui fait qu'en fait ils peuvent aller jusqu'à 150 mégas théoriques, d'accord, et tous les autres sont limités à 115 mégas. Voilà. Je t'ai pas écouté, ma tablette a fait un bruit bordélique, je sais pas du coup si ça coupe ou pas. Ça fait un bruit? Non? Pourquoi? Oh non, ça va. Elle souffle un peu. Ouais, c'est pas grave. Donc du coup, je disais, les hautes fréquences, les fréquences en or chez Orange, donc vont jusqu'à 150 mégas. Et je disais SFR Bouygues 115. Ça c'est la théorie. Dans la pratique, le meilleur score que j'ai réussi à faire en débit, ça a été 56 mégas. C'est pas mal, hein? Oui. C'est 3 fois moins que la promesse de la pub, mais c'est pas mal. Tu vois? Mais c'est parce que t'as fait ça dans un bunker. Alors non, j'ai essayé à l'intérieur, je suis à 20 mégas, pas plus. À l'extérieur, au centre-ville de Bordeaux, mais aussi au centre-ville, là, tu vois, à Talence, donc vraiment des lieux assez éloignés quand même. Ouais. J'ai essayé en me déplaçant et en restant immobile. Donc dès que tu te déplaces, forcément ça chute, hein. Mais en restant immobile, normalement, t'es censé monter assez haut. Et d'ailleurs, c'est là où j'ai réussi à faire du 56 mégas. D'accord. Au niveau de la couverture, déjà, comme c'est des hautes fréquences, elles ont un problème, c'est qu'elles passent pas très bien à l'intérieur des immeubles. Ouais, des bâtiments. Elles offrent des super débits, mais à l'intérieur, là t'es même en edge. Je suis plus en 4G, ouais. Moi j'ai une barre de 4G. On a le même téléphone, on est au même endroit, mais on n'a pas la même réception réseau. Donc voilà, il faut juste voir ça aussi, c'est que ces fréquences en or sont top pour les débits, donc quand tu captes, t'as vraiment une 3G de qualité. Le problème, c'est que il faut la capter, quoi. Ouais. Chez Bouygues, là où moi j'ai été très surpris, c'est que justement, alors eux, ils sont sur des fréquences qui sont plus basses. J'ai trouvé que la réception était meilleure partout, même à l'intérieur. Même ici, tu as testé chez toi. Même ici. Et du coup, ça me fait un peu bizarre de me dire c'est censé être eux qui ont la meilleure 4G et finalement c'est pas trop ça. Les débits chez Bouygues étaient supérieurs aux débits chez Orange, mais alors quand je dis supérieur, c'est pas un peu, c'était plutôt, en descendant, j'étais en général entre 70 et 90 mégas, ouais, quand même. Ah oui. Et en remontant, je tournais aux alentours de 30 mégas à peu près. En moyenne, ça devait faire ça à peu près. Là, chez Orange, en remontant, je suis plutôt entre 12 et 20. Il y a un écart aussi gros. Après, ça dépend aussi peut-être des endroits. Peut-être qu'à Paris, sous la Tour Eiffel, tu captes mieux Orange. Je te parle moi ici dans la pratique. Oui, ouais. Donc du coup, non mais c'est juste, tu vois, pour l'idée de dire qui a la meilleure 4G, en fait, on peut pas faire une généralité du truc, quoi. Ouais. Si vous avez la possibilité de tester, regardez déjà les cartes de couverture, vous allez voir si vous êtes bien couvert ou pas. Et ensuite, dans la pratique, est-ce que ça a changé nos vies, la 4G? Moi, ouais. Toi, ouais. Alors, il faut savoir que toi, t'as un Lumia 900 qui est juste... J'ai un Lumia 900, déjà, bon, c'est pas... Qui est juste HSPA, pas dual carrière, qui va jusqu'à 20 mégas max. En plus de ça, mon forfait actuel, je sais pas ce qui se passe, mais depuis que j'ai changé, j'arrive plus à avoir de connexion data. Quasiment plus jamais. Voilà, ça saute pratiquement tout le temps. Donc aujourd'hui, j'ai dû prendre... j'ai dû prendre des nouvelles lignes de bus, j'ai dû utiliser mon GPS pour aller à un endroit que je connaissais pas, etc. Ça marchait. J'ai regardé des vidéos dans le bus en testant à fond comme un podcast sur YouTube. J'ai eu aucun problème, j'ai pas eu vraiment de coupure. Donc tu fais une recherche, t'as la réponse pratiquement instantanément. Mais est-ce que t'étais en 4G ou est-ce que t'étais en H+? T'as pas fait gaffe? C'était 4G, à chaque fois, ouais. T'étais en centre de Bordeaux alors? Ouais. Donc ça m'étonne pas. Sauf pour le GPS, mais après pendant le GPS, je vais pas vérifier toutes les 2 secondes. Ouais, bien sûr, t'avais pas vérifié. Parce que Mais effectivement, c'est comme ce qu'on disait, il y a certains endroits où ça vaut le coup, d'autres non, mais tant qu'il n'y a pas une couverture générale finalement,
avoir un forfait 4G, je pense que ça vaut pas spécialement le coup. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un surcoût sur les abonnements, alors qui est pas énorme, mais c'est quand même quelques euros en plus. De toute façon, les opérateurs ne sont pas cachés du truc. Ils ont dit voilà, Free nous a bien niqué notre modèle où on surfacturait les forfaits. Maintenant, on va essayer de récupérer un peu d'argent en lançant la... Ben non, mais enfin voilà, ils veulent augmenter le fameux ARPU, le revenu moyen par utilisateur. Et donc du coup, les forfaits sont un poil plus chers. Tu vois, c'est le forfait minimum, il tourne aux alentours de 35 € pour du tout illimité et tout ça, et avec 3 Go de data. 3 Go de data, faut savoir qu'en 4G, surtout au début, on a tendance à aller tout le temps dessus. Donc ça passe assez vite. Moi, en une journée, j'ai déjà grillé 500 mégas. Donc c'est pas compliqué. Bon, j'ai fait beaucoup de speed tests et ça consomme vachement, mais quand même, quoi. Donc déjà... je crois que quand les opérateurs... 3 gigas, c'est peut-être limite, quoi. Ouais, alors chez Bouygues, ils ont fait un forfait 8 gigas, j'ai vu. Mais déjà, t'es à une 60aine d'euros par mois, quoi. Ouais. Donc voilà comment se récupérer de la caillasse. Et alors, un truc... Là, c'est bien beau, on a la carte SIM illimitée, tout... Et là où c'est tentant... 4G, pardon. Bien sûr. Mais là où c'est tentant, c'est que t'as des débits qui sont supérieurs à ta ligne ADSL chez toi, en général. Du coup, t'as tendance à te dire, je vais pas me connecter au Wi-Fi, puisque ça va plus vite quand je suis en 4G. Sauf que tu bouffes ta data à la vitesse de la lumière. Et d'ailleurs, le faux argument des opérateurs de dire non, mais de toute façon, les gens maintenant vont même plus se connecter au Wi-Fi puisque c'est leur terminal qui va plus vite. Ouais, sauf que t'as juste oublié un truc, c'est que quand t'as que 3 gigas. T'es riche. Ouais, quand t'as que 3 gigas, voilà. Et surtout qu'il n'y a pas. Aujourd'hui, tu peux pas acheter juste une option data. Faut vraiment passer au forfait supérieur. Donc c'est super relou, quoi. Autres détails. Mais ça, c'est pas lié spécialement à la 4G, c'est que la plupart des terminaux ont une limite de comment ça s'appelle, de choses que tu peux télécharger sur le réseau. Taille de téléchargement. Par exemple, tu veux télécharger la carte sur Earmaps de Nokia, de l'Aquitaine en entier. Ça fait 90 mégas. Tu vois. Tu te dis, 90 mégas en 4G, montre en main, ça doit te prendre quelques secondes, quoi. Normalement, oui, ça doit aller hyper vite. Le problème, c'est qu'en fait, il te dit qu'il faut que tu sois connecté au Wi-Fi parce que ça fait plus de 50 mégas. Tu veux télécharger un jeu qui fait 50 mégas. Tu peux pas parce que il fait 51 mégas et il te dit non, il faut être connecté au Wi-Fi pour télécharger le jeu. Donc ouais, ça c'est plus limité. Mais du coup, tu vois, on vit dans un monde où les opérateurs te disent vous allez pouvoir télécharger à donf et machin et tout ça et c'est top. Sauf que dans la pratique, il n'y a aucun terminal qui est capable de... Même toi, à la limite, tu pourrais te dire, je fais sauter la limite. Mais tu peux pas, en fait. Donc il faudrait que les constructeurs de matériel 4G et les opérateurs se mettent d'accord sur le truc, quoi. Du coup, ça limite les usages, je trouve, de la 4G. Si tu peux pas faire ça, finalement, tu fais la même chose que ce que tu fais avec ton téléphone 3G ou 3G+. T'es super tu vas puissant, un peu plus vite. Pas trop. Mais ça te change... Enfin, je trouve que ça change pas grand-chose. Spotify évidemment est vachement super, est super rapide, ou Deezer sont super rapides en 4G. Ah oui, mais on peut pas, mais ils étaient pas lents en 3G+, quoi. Enfin, ça doit être plus au niveau de l'utilisation, genre vraiment de la recherche. Les pages web s'affichent super vite et tout. Ça c'est de l'instantané pratiquement, quoi. Ouais. Donc, mais bon, c'est assez pratique. Mais après c'est sûr que si c'est juste pour ça, tu es prêt à payer 15 € de plus par mois. Ça je pense pas. Mais moi après le téléphone c'est assez compliqué parce que mon téléphone je m'en sers pas du tout pour téléphoner. Je sers essentiellement pour faire de la data. Pour la data, donc du coup moi il me faudrait un forfait que data, quoi. Un truc comme ça. Là où tu notes vraiment une grosse différence, c'est sur les uploads. Quand tu postes une photo sur Twitter et tout ça. Ah oui. Alors là, parce que les uploads même en dual carrière et tout ça, c'est du 2 mégas ou 3 mégas remontant. Là t'es sur du 20 mégas quasiment, ça va plus vite que ma ligne fibre, quoi. Ah oui, là le live, tu vois, qu'on diffuse, on est à 5 mégas remontant. Là quand tu vois que t'as du 20 mégas, tu te dis c'est un autre monde. On pourrait diffuser... Mon premier partage de photos, ça a été assez bizarre parce que d'habitude, tu vois le truc, t'as la photo qui devient petite et qui bouge pas, et puis qui disparaît, et là ça passe direct. Donc ça c'est impressionnant. Alors du coup, il y a un usage qui, je trouve, peut justifier à la limite la 4G. C'est les gens qui se déplacent beaucoup. Non, les gens qui se déplacent beaucoup, ou les gens qui ont une résidence secondaire, donc on rejoint le critère de si t'es riche. Non, ou par exemple, toi, les étudiants qui sont chez papa-maman et qui ensuite ont un appart et ils veulent pas se payer une ligne au débit, tu vois, à la limite. Ouais. Alors évidemment, quand je parle des étudiants, c'est pas ceux qui téléchargent des torrents, hein.
Je parle des étudiants qui s'en servent juste pour faire de la recherche, recevoir leurs mails et tout ça, chatter et compagnie. Quand tu le mets en mode modem, du coup, en plus, comme le téléphone est posé et fixe, si tu captes bien la 4G, tu as des débits qui sont équivalents à ce que tu as sur Numérica ou sur une ligne fibre, quoi. Donc ça peut valoir le coup. Mais si vous n'avez pas cet usage, franchement... Faut pas trop regarder de vidéos non plus, quoi. C'est ça. Donc, tu check tes mails, quoi, c'est tout. C'est vrai, c'est ça. Bon, du coup, la 4G, moi je crois qu'il est important d'attendre tout de suite là. Faut pas se jeter sur les forfaits 4G parce qu'il n'y a pas vraiment la différence n'est pas suffisamment flagrante. Ouais. Les terminaux sont... Ça peut être une différence flagrante. Comme moi, par exemple, qui a un téléphone qui un vieux téléphone vieux, et tout ça, ouais, ok. Qui est en plus un forfait de merde. Oui, voilà. Et du coup, là, ça peut être l'occasion éventuellement de basculer sur ça plutôt que de rester bridé à de la 3G. Mais bon. Après, pour ceux qui ont acheté un téléphone il y a 3 mois, c'est même pas la peine. Surtout qu'entre nous, l'année prochaine, il va y avoir donc la 4G+, le LTE-A, donc comme il s'appelle, et qui elle promet des débits jusqu'à 1 giga descendant. Évidemment il faudra changer certainement de téléphone, donc du coup si dans un an il faut rechanger pour profiter du débit machin, je crois que c'est pas la peine de se précipiter dessus tout de suite, ça ne changera pas votre vie, quoi. Voilà. Donc on a testé la 4G, moi en tout cas je suis pas ultra convaincu par le truc, puisque dans la pratique je vois pas ce que ça va changer dans ma vie de tous les jours. C'est une évolution logique, je pense, de la 3G, mais je suis pas prêt à payer 15 € de plus par mois. Ouais, voilà, surtout pour le moment, quoi. Non, c'est clair. Donc voilà, faites-vous votre avis. On passe à la suite. Dans la rubrique manga, Christophe, manga animé, là aujourd'hui, Christophe va nous parler d'un truc qui débarque là tout de suite, tout nouveau, tout neuf. Ouais, c'est vrai que ça bouge un peu en fait, enfin, depuis quelques mois, ça bouge sur le marché du simulcast en France. Ça bouge. Simulcast qui est donc pour simultané, tout simplement. Voilà, c'est donc une production simultanée à la fois au Japon et donc quelques jours après, voire même le lendemain en France. Les gens qui nous regardent sur KZTV, ils savent ce que c'est le simulcast. Ils savent ce que c'est, la plupart, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas que eux. Non, alors il y a beaucoup, mais tout le monde s'y met, de toute façon tout le monde s'y met au simulcast, Kazé s'y met, il y en a d'autres, et donc Game justement... of Thrones, ouais, le lendemain tu l'as. Oui, c'est vrai aussi. C'est pareil, presque dans simulcast. Dans les séries aussi, ça se fait beaucoup, effectivement. Donc là, je vais vous parler d'une série qui s'appelle Log Horizon, qui est sortie, donc le 5 octobre, le premier épisode est sorti sur la NHK, au Japon, et donc le 6, on l'a eu sur J1 en France, et c'est une véritable tuerie, c'est en fait l'adaptation d'un roman, d'une série de romans, donc de 6 romans de... alors je ne sais pas faire de faute, Mamare Tuno, qui est sorti, c'est une série qui sort depuis 2010 au Japon, et il faut savoir que donc il y a eu une adaptation manga mais que en VO, on l'a pas encore en français, et là on a une sortie anime par les studios Satellite. Les studios Satellite, on leur doit notamment Fairy Tail. C'est à peu près c'est ce qui est le plus connu, hein, et c'est ce qui les fait, à mon avis, beaucoup vivre, parce que les autres sorties c'est pas des grandes séries, quoi. Bon, Fairy Tail, c'est quand même un gros phénomène aussi, donc d'ailleurs ça se sent, puisque quand tu vois le manga, enfin l'animé, tu sens tout de suite la patte Fairy Tail, puisque d'ailleurs le directeur artistique c'est Ishihara et c'est le même qui fait Fairy Tail. Donc déjà tu sens tout de suite le même design. Alors pour l'histoire, en fait, c'est une histoire qui est pas mal. Je me suis dit, tiens, ça va plaire à pas mal de public geek. Parce qu'en fait, ça se passe. C'est l'histoire d'un gars qui s'appelle Shiro, qui est un excellent joueur de Meporg. Ou Morpug, je sais plus. Meporg, voilà. C'est un très très bon joueur de Meporg. Salut Jeff du Meporg Show. C'est le Meporg Show, voilà. Donc il joue dans un Meporg qui s'appelle Elder Tale, apparemment qui compterait 100 millions de membres dans le monde. Un jeu extraordinaire et presque 100 000 japonais. Et lorsqu'il installe sa mise à jour, d'un seul coup, c'est pas ce qui se passe, il se retrouve bizarrement téléporté dans le jeu. C'est original. Pour de vrai. Voilà, c'est original. Pour de vrai, il est téléporté, donc on n'a jamais vu ça. Jamais vu. Et il va se retrouver en fait à ressentir tout ce qui est la nature, l'air, la faim, etc. Il va garder ses pouvoirs, apparemment. Et là, il va réaliser que traverser toute la map en courant, c'est juste impossible. C'est juste impossible. Tu souffles beaucoup plus rapidement. Et ouais. Et oui. Attends. Genre appuyer sur une touche et le mec il court tout droit, tout seul. Et ce qui est marrant, c'est qu'au début, en fait, quand il pense, il y a l'écran qui apparaît. Il y a un écran qui apparaît dans lui de contrôle. Alors il a les commandes, il y a des monstres qu'il faut attaquer. Il fait. Alors attends, je vais utiliser ça. Et après, il se rend compte qu'il se fait laminer par les monstres. Alors après, il dit non, je crois qu'il faut faut improviser les mecs. Et donc après, en improvisant, finalement, il se rend compte que les sorts, ils les ont réellement en eux, quoi. Non, en fait, il faut pas que je prenne le clavier. Faut que je frappe vraiment en vrai. Voilà, c'est peut-être mieux en fait si j'utilise mon épée ou mon pouvoir, voilà. Donc ça c'est pas mal. Alors il va très vite retrouver ses 2 camarades, en fait, 2 compagnons. Il faut savoir que c'est un gars qui appartenait à aucune guilde. Et en fait, il va retrouver 2 compagnons avec qui il joue régulièrement, un assassin qui s'appelle Akatsuki et un gardien qui s'appelle Naotsugu.
Et ces trois personnages vont se retrouver embringués dans ce monde et vont essayer de comprendre ce qui se passe, puisqu'il y a aussi 30 000 Japonais qui sont coincés avec eux. Il n'est pas tout seul. Ah, d'accord. Il n'est pas tout seul, et ils sont 30 000 coincés dans le jeu. Et d'ailleurs, il y a un mec en train de tabasser un PNJ en lui disant je veux voir le Game Master, je comprends pas ce qui se passe et tout. Donc ça, c'est pas mal. Et du coup. Ça se passe à notre époque. Ça se passe à notre époque. D'accord. Et j'aime bien aussi. Donc du coup, s'ils ont faim à un moment donné, ils achètent à manger. Et puis tu vois, c'est super appétissant. Et puis d'un seul coup, ils se mettent à manger. L'image d'après, ils sont tous gris. Ça, mais ça a aucun goût, c'est dégueulasse. Ouais. En fait, les concepteurs des jeux, ils ont pas prévu le goût. Donc voilà. C'est assez amusant. Bon, et donc il y a des scènes qui sont plutôt amusantes, ça c'est dans les points positifs. T'as aussi l'idée qui est pas mal, c'est que en fait, t'as pas mal de zones d'ombre finalement. C'est vrai que le scénario peut être prometteur. Là, il y a qu'un épisode, donc du coup, moi j'en sais pas plus. C'est assez prometteur, on se dit, il va se passer sans doute beaucoup de choses. Et il y aura un gros méchant. Il va y avoir des gros méchants. Il faut qu'ils comprennent déjà pourquoi ils sont là. Voilà, bon, on peut supposer que ça donne lieu à pas mal de 30 000, mais que des Japonais. Ouais, alors sur le serveur Akihabara, d'ailleurs il s'appelle le serveur. D'accord, ah oui, d'accord. Du nom du quartier, bien sûr, Akihabara. Et on suppose que c'est arrivé aussi dans d'autres endroits du monde. D'accord, mais en fait ils le savent pas, c'est d'autres serveurs. Voilà. Donc eux ils sont coincés sur le leur. Donc du coup t'as pas des Français ou des Anglais qui viennent parler avec eux. Ouais. C'est vraiment que des Japonais. Donc voilà, ça aide à communiquer. Et il y a aussi un bon travail. Alors ça par contre sur le dessin j'en parle un peu, c'est vrai qu'il y a un très très bon travail. J'ai dit en fait, je sais pas si t'as vu dans le doc, on n'est pas dans une série low cost. Ouais. C'est vraiment de la bonne qualité avec c'est bien animé. Le travail est soigné, les décors sont magnifiques. Et même j'ai trouvé qu'il y avait une patte dans le jeu de rôle qui ressemblait un peu à du Dofus même quelque part. D'accord. Il y a des belles images et je me suis dit mais je crois que je suis dans Dofus ou Wakfu, enfin je suis dans ce monde-là. J'ai trouvé d'ailleurs l'inspiration. Il y a beaucoup de clins d'œil à tous les grands jeux de rôle en ligne. T'as des clins d'œil à Guild Wars, t'as des clins d'œil à World of Warcraft, etc. Okay. Et donc c'est pas mal aussi. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est qu'il n'y a pas de caricature du joueur. En fait, ce qui est bien, c'est que sur les 30 000 Japonais, les gens qui sont coincés, c'est des gens, mais vraiment... Il y a de tous horizons. Tous horizons. Ah, t'as des mineurs, mais t'as aussi des gens plus âgés, t'as toute classe sociale confondue. Et c'est une vision qui est assez réaliste aujourd'hui, quand même. On voit tout de suite... Chuck Norris, qui joue à World of Warcraft. Attends, c'est assez réaliste. Ouais. Non, mais tout le monde joue, en fait. C'est ça, l'idée, c'est que tout le monde peut jouer. Même Seb. Donc... même lui. Je te jure. Et enfin, le dernier point qui me paraît pas mal, c'est vrai que c'est un truc qui peut être assez... qui peut plaire à beaucoup de monde, c'est l'idée que finalement, à un moment donné, le personnage que t'as créé, tu pourrais l'incarner quelque part. C'est assez trippant de se dire qu'un personnage que t'as créé, que t'as fait monter en niveau, qui a plein de sorts, tu lui as donné des items extraordinaires, et un jour tu vas l'incarner. Je pense que c'est assez trippant pour beaucoup de gens. Ça peut Jeff du Mopor Show, du coup, il serait réincarné en fille. Et il joue beaucoup de filles, lui. Ouais. Ah ouais, donc effectivement. Alors tiens, je vais venir, Jeff, toi qui nous écoutes. Justement, Akatsuki, le personnage en particulier, c'est que c'est en fait une fille, sauf que c'est une fille qui avait créé un personnage masculin. Et donc du coup, le problème, c'est que quand tu es téléporté dans le jeu, tu gardes ton apparence réelle, ton visage réel, ta voix réelle, mais le corps de ton personnage. Donc t'as une tête de fille sur un corps de mec. Du coup, elle, ça lui va pas du tout. C'est un fantasme de japonais. C'est un fantasme japonais, mais elle, ça lui va pas du tout. Donc elle demande une potion de changement et tout. Elle arrive à enfin retrouver un corps de fille parce que ça va pas, ça la perturbe énormément. Et puis au début, elle leur parle pas. Surtout pour aller faire pipi, en fait. C'est ça. Ouais, elle était pas habituée, en fait. Non. Ouais, c'est pour ça. Donc au début, elle leur parle pas, mais ils comprennent pas pourquoi elle leur parle pas. C'est assez amusant, quoi. Et c'est vrai que ça peut être... voilà pourquoi moi je trouve que c'est une bonne histoire. En tout cas, c'est bien parti. Horizon. Ouais, Log Horizon. Sur le moins quand même, c'est vrai qu'on est dans un personnage que tu l'as dit toi, mais c'est pas des trucs qu'on n'a pas déjà vus. Ouais. Et l'autre point négatif, c'est aussi qu'on est dans les personnages du manga qui sont quand même assez classiques dans le shonen. Le héros super sérieux, le pervers mais sympa. Qui renifle les culottes. Voilà, mais bon, qui a un côté un peu sympa, c'est Franky dans One Piece, quoi. C'est un peu ce genre de personnage. Et puis tu as aussi la fille blasée toujours par tout ce qui arrive. Voilà. Donc là justement, c'est l'ado qui est toujours là. Qui est un peu énervé. Grand classique. Bon, c'est assez classique. Ça peut le faire. Mais voilà, ça peut le faire quand même. J'attends de voir la suite parce que c'est vrai qu'on est pour l'instant, on est qu'à un épisode, effectivement. Donc c'est un mélange de plein de genres, ça peut être cool. Bah, pourquoi pas. Mais moi, justement, je trouve que c'est pas mal. Donc, je voulais parler d'un animé. Et un bon animé. Voilà. Donc, Log Horizon. Bah, regardez le premier. Toi, tu recommandes, c'est sympa. Ah oui, regardez-le. Ça t'a bien plu. Ça vous donnera une bonne idée. On passe à la suite. Ouais. Dans la rubrique high-tech, Timothée va nous présenter un petit truc sympa de chez Wacom. Exactement. Exactement. Alors attends, depuis tout à l'heure, il arrête pas de genre quand il est pas devant la caméra, il arrête pas de le montrer. Et là, dès que la caméra est sur lui, il fait exactement. C'est mon mien. Je le montre plus. Hop, hop. Touchez pas, c'est à moi. Donc voilà, c'est ça, c'est cette boîte. Une petite boîte toute mignonne qui sert à dessiner. En fait, vous ouvrez ici. Et je veux pas que tu le montres. Alors c'est très pratique, hein, comme vous pouvez le constater.
Ça prend pas de place, c'est très ergonomique et c'est léger. Hein. Bah ouais. Et puis la mine est un peu grosse, mais après en dehors de ça va. Ça va, ouais. C'est pour faire c'est pour peindre en bâtiment en fait. Sans déconner, le Inkling, qu'est-ce que c'est quoi donc c'est un device qui est sorti il y a quelques temps, que je me rêvais depuis le début. Et en fait, dans l'idéal, c'est un outil qui permet de tout ce que tu vas dessiner sur un carnet d'être automatiquement enregistré sur un petit support. Tu vas pouvoir transférer ça sur ton ordi, ça va convertir ça soit en fichier vectoriel, soit de trucs matriciels et tout, exporté sous Photoshop, sous Adobe Illustrator. Donc c'est un peu comme si tu sautais directement l'étape pour cleaner le dessin. Ok. Et en vérité, on verra que c'est pas aussi pratique que ça, enfin pas aussi évident que ça, mais c'est quand même un très bel outil. Bon, déjà le packaging est sympa. Ouais, t'as une petite boîte dans laquelle t'as le récepteur. C'est pas plus gros que ça, donc ça se balade assez facilement. T'as directement le petit récepteur qui vient se clipper en général une petite pince en haut de la feuille, genre vous le clippez là, tac tac, ou sur un petit carnet. Ça prend une dizaine de pages grand maximum si jamais vous voulez un truc retenir, avoir une base plus épaisse pour le dessin. Par exemple, moi tout à l'heure quand j'ai dessiné pour cette feuille là, j'avais rien mis dessous. Et je sentais vite les petits traits, les petites poussières de la table, les rainures de la table. Donc c'est pour faire des traits droits, c'est pas forcément l'idéal. Voilà, c'est pas terrible. Tu as des mines avec ? Oui, ils mettent des recharges de mines. Donc c'est plutôt cool, hein. Il y en a 4. Donc le stylo bic, je sais plus à quelle vitesse ça se descend, mais c'est toujours pratique d'avoir ça. C'est livré avec des batteries qui sont dans le stylet, parce que le stylet fonctionne avec une batterie forcément. D'ailleurs, on le voit, il y a des petits contacts ici qui se font en fait à l'intérieur de la boîte là. Ouais, du coup si tu branches la boîte sur ton ordi, ça recharge et le stylet et la petite base que tu viens clipper, et en plus ça te permet de transférer tous tes fichiers sur l'ordi. Le petit câble USB qui est fourni avec. Exactement. Pas mal. Niveau packaging, en plus ça fait assez solide. Le stylet, même si Seb a pu dire qu'il était un peu gros, mais il est léger, en fait il est assez léger, il a une bonne prise en main. Ouais. On dirait les Stabilo, tu sais. Ouais. Comment ça s'appelle, je sais plus un truc de ballon de basket là. Ouais, voilà. Et en fait, dans la main, il est hyper agréable pour dessiner, ça marche plutôt bien. Il y a 1024 points de pression, c'est quand même plutôt pas mal précis. Du coup, quand ça communique en infrarouge avec la base que tu auras mis en face. Donc la base, surtout, faut jamais la bouger une fois que tu as commencé à dessiner. Sinon ça décale. T'as du décalage. Donc ça, faut faire très attention. Je vais l'allumer. Du coup, peut-être qu'à la caméra, on va voir les. Donc en rouge, c'est quand c'est allumé mais qu'il n'y a aucune synchronisation. S'il trouve le stylet, c'est vert. Voilà, ça devient vert. Le stylet s'allume aussi normalement, non ? Oui, voilà. Alors, il s'est éteint. Alors le stylet, j'ai jamais trouvé le bouton pour l'allumer. Apparemment, faut appuyer la mine, mais quand je l'ai fait, j'ai testé un dessin, j'ai rien eu de synchronisé. J'étais super content, j'ai cru que mon Inkling était pété. Donc du coup, le seul truc que j'ai trouvé, je referme. Il ouvre le truc de la batterie, il referme. Ok. Alors je sais pas si c'est peut-être un défaut de mon Inkling, hein, je sais pas trop. Et là, il s'allume en vert parce qu'il détecte que je suis en train de m'écrire sur la mer. Voilà. Après, si tu appuies sur le petit bouton juste ici, tu vas simuler un nouveau calque. Et ça, c'est juste hyper pratique. Donc pour ceux qui connaissent Photoshop et tout, ou ceux qui dessinent, calque. Voilà, vous allez commencer à faire votre structure au stylo. Calque. Et puis vous allez au fur et à mesure rajouter les détails du dessin. Donc tu passes sur les traits de construction, les traits de contour, les ombres, la lumière, etc. Tu rajoutes autant de calques que tu veux. Et c'est... Moi je t'ai niqué ton dessin. Apparemment, je sais pas ce qui va être enregistré, mais c'est n'importe quoi. C'est facile, je l'ai là. Alors, en plus, c'est déformé si tu dessines à moins de 2 cm. Ah oui, parce que c'est... Oui, d'accord, ok. Donc il a pas le temps de capter la distance. Ok. Ça va jusqu'à du A4 maximum. Après sur du format A7, voilà, ça va de A7 à A4 sans problème. Ça coûte, en ce moment il y a une grosse promo où ça coûte environ 80€. D'accord. Donc moitié prix.
C'est pas mal. Que vous pouvez sauter dessus, hein, je pense. C'est ceux qui dessinent. Non, c'est 50 € en ce moment. Moi, je l'ai plus vu à 50 €, je l'ai vu à 80. D'accord, mais à un moment, il était à 50. Moins cher, ouais. Après, ça dépend. Moi, c'était sur la Fnac, sur le site de Wacom même, il était à 90, je crois. Donc, il y a une forte baisse de prix quoi, dessus. D'accord. Donc, ils doivent sentir la concurrence arriver avec les Ulule, les Kickstarter des projets pour dessiner automatiquement, qui enregistrent directement sur l'iPad, etc. Peut-être qu'il y a un truc comme ça. Mais c'est vraiment un bon produit. C'est pas très cher finalement. Enfin, c'est comme si tu me dis. Pour le coup, même à 100 €. C'était 160, pas... non, 170. D'accord. Mais à 100 €, c'est pas. C'est correct pour ce que ça fait, quoi, non ? Oui, ouais, c'est quand même pas mal. Après, il faut dessiner, hein, j'avoue que. Oui, voilà. Ou écrire. Si, oui. Après, si t'as, après, si t'as un logiciel de reconnaissance de caractère, t'écris que sur une page. Et pour la typo. Mais non, mais regarde. Si tu as, je sais pas moi, un carnet, tu te le mets en haut et tu fais tout ton truc, et quand tu changes de page, tu changes de truc. Et après, si tu as un OCR qui reconnaît tous tes caractères, t'as même pas besoin de taper après ton document, tu vois, ou tu l'as déjà en version numérisée. Pas obligé de dessiner finalement. Oui, ouais. Bah ouais. Enfin, je dis ça, je dis rien. Après, bon. C'est précis. Hein voilà. A priori, c'est précis. Si tu dessines, je pense que tu peux écrire. Quoi. Franchement, c'est assez précis. Moi, j'ai eu, je sais pas encore pourquoi, des décalages au niveau du rendu définitif. Et pas forcément. Entre calques ? Non. Alors, ça, c'est la merde. Donc, sur le même calque, j'ai des fois des décalages. Donc, j'ai fait plusieurs. Ça va être chiant à montrer. Mais j'ai fait plusieurs dessins où, au final, donc j'ai testé du dessin le plus simple du trait complet. Et le plus simple, même sur le plus simple, j'ai réussi à avoir un décalage. Et ça, c'est un peu chiant. T'aimes bien l'encre, hein ? Ouais. C'est du bic. Fallait me le dire. Et du coup, il y a quelques petits décalages, mais après, c'est très facilement corrigeable une fois sur l'ordi. C'est genre, il y a une espèce de saute. Ouais. C'est... Ok. Genre, là, j'ai tout le bas ici, j'ai toute la taille qui a sauté de là, quoi. D'accord. J'ai un petit décalage et le bras il est plus court. L'arrondi est pas pareil. Alors en fait, je pense que ça doit être forcément vu que la barre est pas immense, ça fait pas tout le haut, t'as forcément une déformation et puis si t'as ton doigt qui passe devant. Voilà, c'est ça. Moi je pense que c'est ça. Le truc, parce qu'il y a un émetteur infrarouge qui est ici. Ouais. Et c'est enregistré par ça. Et du coup effectivement, si t'as passé ton doigt ou si, je sais pas moi, t'as pour faire les traits vers le bas, je suis plus à l'aise en faisant un peu ça. Et du coup, sans le faire exprès, t'as coupé le faisceau. Deuxième doigt qui peut... Et voilà. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que tu coupes le faisceau pendant quelques secondes, tu te décales, tu lâches, et en fait, il réimagine que t'as la position de l'autre côté. C'est ça. Donc il y a des petits décalages. À mon avis, c'est juste... faut juste dompter la bête. Faut vraiment juste bien se positionner, parce que la base est bien fixée, hein. Vous pouvez tourner les feuilles sans problème. Oui, c'est pas un problème. Du coup, c'est juste moi qui étais un peu con d'être resté comme ça, parce que je voulais avoir mon dessin en face. Et du coup, voilà. C'est juste des petits trucs. Après, si vous avez une tendance à dessiner de manière super clean, hyper propre, ou de faire de la typo super belle, hyper travaillée, vous pouvez l'exporter directement sur Illustrator et ce sera converti directement en format vectoriel. Bon, c'est cool alors. Donc vous pouvez retravailler éventuellement les quelques petits points qui déconnent. Et sur Photoshop, alors ça s'exporte aussi sur Sketchbook Pro. D'accord. De Autodesk. Ouais. Et apparemment, ce sera encore mieux sur ce logiciel-là au niveau de l'export. Sur Photoshop, moi, ça fonctionne très bien. Il y a même les points de pression qui sont très bien simulés. Et tu m'enverras le dessin qu'on montre la différence. Ouais, j'ai commencé à le retravailler. En fait, moi, personnellement, ça va m'éviter d'avoir un scanner. Ouais, à renumériser tes images. Et de redessiner par-dessus le trait du scanner, parce qu'en général, je sais pas comment ils font les gens pour avoir c'est top pour dessiner des stickers. Ouais. Je dis ça, je dirais. Donc, si vous avez une technique de dessin propre, vectoriel, ça marchera nickel. Si vous dessinez un peu des dessins très très fouillés, vous aurez quand même un travail derrière de post-prod en gros pour retravailler un peu le dessin.
Mais c'est hyper pratique. Et si vous voulez prendre des notes et que vous les pas avoir à les numériser, c'est pas mal aussi. Oui, ça fonctionnera aussi de toute manière. Bah ouais. Donc, non, ça, je trouve ça bien. Vérifier que si t'aimes pas écrire, non mais je te donne un exemple. Moi je déteste écrire au stylet sur une tablette. J'ai mis le zeste en fait, tout ça marchait pas très bien. C'est vrai ? C'est pour ça que je suis sceptique. D'accord, comme la force. Donc du coup, bon, on regardera. Sur la base, il y a 2 Go de mémoire. Ah oui, quand même. Le stylet, t'as pour 15 heures d'utilisation pour 3 heures de recharge. La base, il y a 8 heures d'utilisation. Bon, c'est 2 Go de mémoire flash, donc faut faire gaffe quand même. J'ai fait 4 dessins, ça m'a pris 10 mégas. C'est du vectorisé. Donc. Voilà, donc tu peux en faire un bon paquet avant que ce soit gênant. L'export, c'est une grosse résolution. Quand tu exportes sous Photoshop, t'es en 600 dpi en 5000 par 7000. Enfin, genre pour celui-là. Tout va bien. Donc, on peut faire des posters aussi, donc du coup, avec. Tu peux faire des posters. Mais c'est trop cool. Autre chose. Tout va bien. J'ai eu un problème d'export vers Illustrator. Je me retrouve avec du texte. D'accord, mais c'est pas mal aussi. Je me retrouve avec le fichier, genre comme si c'était un XML qui était. Okay. Et toutes les coordonnées. Je fais bon, ok, mais j'ai exporté en SVG et ça a tout repris, donc bon, ça fonctionne pas mal. Bon, tu recommandes quand même. Et voilà, ouais, je recommande. C'est un outil que je trouve génial. C'est pas parfait, mais ça dépanne quoi. Voilà. Si en plus dessiner au stylo bic, moi je trouve ça vachement agréable. Ouais, mais là, non, mais ce qui est top, c'est que. Enfin voilà, t'as le truc de transport solide, tu peux le glisser dans ton sac, ça prend pas trop de place non plus. Et par rapport à ta tablette. Et. Bah quoi, c'est vrai. Ah oui, et du coup, t'as ton carnet de dessin, tu le cliques dessus, tu dessines. Voilà. Et si tu veux pas tout te trimballer, d'ailleurs, tu peux prendre juste la petite base et le stylet. Exactement. Non, c'est top, hein. Franchement, si je savais dessiner, je pense que je m'en prendrais. Hein. Mais bon. Moi, je suis à peu près dessiné, j'en ai un, et c'est quand même hyper utile. Et chacun son taf. Hein. Ouais. Voilà. Bref, allez, on passe à la suite. Dans la rubrique série, Sophie va nous parler de vampires encore. Et donc tu prends un air désespéré parce que je vais parler de vampires. Ouais, mais parce en es-tu marre ? Non, mais c'est des vampires qui sortent le jour et ça pour moi, ça me fait mal à mon petit cœur. Et oui, donc après la phobie du zombie qui court, maintenant nous avons ta deuxième phobie. Ta deuxième phobie, les vampires qui sortent. Non, ils me font pas peur, ils me font rire ceux-là. Tu vois, c'est pas pareil, surtout quand ils brillent au soleil. Non, comme des diamants. Ça, c'est dans un film. Je suis un monstre. Je suis un monstre. Donc, bref. Et ils pissent de la limonade, je crois, un truc magnifique. Comme ça. Donc, je vais parler de la série The Originals qui vient de commencer sur la CW. Alors là, Audrey, midinette. C'est trop cool. Alors, j'aurais pu prendre Timo parce que figurez-vous qu'en préparant la chronique, je me baladais comme ça sur internet. Je tombe sur la page Facebook de The Originals et que me dit Facebook ? Timo aime la page. Et là, je me suis dit. Grave la classe déjà. Vampire Diaries j'aime pas et The Originals j'aime bien. Et voilà. Et pourquoi ? Donc oui parce qu'en fait. Et tu vas sur la page Twilight et il aime aussi. Hein. Ah je vais aller voir. Donc The loups. Team Jacob. Donc The Originals c'est le spin-off. Bon, je peux y aller ou quoi là ? Ça y est, vous avez fini. On va pourrir ton truc. Allez, vas-y. The Originals c'est donc le spin-off de Vampire Diaries. En fait, ça a été introduit la saison dernière, donc pendant la saison 4 de Vampire Diaries, ils ont fait un backdoor pilot. En fait, c'est un épisode qui sert à présenter les nouveaux personnages du futur spin-off. Et donc, on avait déjà l'idée que le spin-off allait être centré sur le vampire Klaus, mais en fait, qui n'est pas un vampire, attention. C'est un hybride. C'est un original, pardon, donc un original, c'est-à-dire c'est le premier, il fait partie des premiers vampires. Et donc, non mais arrête, mais c'est tout de suite là. Et donc là, on suit son retour en Louisiane. À Nouvelle-Orléans. C'est original. Voilà, c'est de là où il est originaire en même temps. Il revient 100 ans après avoir été chassé de là-bas par son père. Ouais. Et donc en fait, ils expliquent que avec sa famille, ils ont créé un petit peu la Nouvelle-Orléans telle qu'elle est maintenant. Sauf que comme il a été chassé 100 ans auparavant, il y a un autre vampire qui a pris la tête de la ville qui s'appelle Marcel. Marcel.
Marcel. Yes. Marcel. Non, c'est Marcel. Alors, le vampire Marcel. Vas-y, ça devient intéressant là. Je sens que ça va m'intéresser. Le vampire en débordeur. C'est ça. Mais en plus. Et qui joue boule et qui boit des pastis. Alors, non, Marcel. pas du tout. Non, il a son orchestre. C'est son orchestre de Louisiane. Hein, c'est normal. Donc voilà, donc c'est je vais avoir du mal maintenant. Il y a du vaudou. Donc le vampire Marcel, c'est en fait un vampire qui a été créé par Klaus justement et qu'il a élevé comme son fils. Il a un petit peu trahi parce qu'il a récupéré tout son empire et c'est lui un peu le chef de la ville. Il contrôle tout, il sait absolument tout et d'ailleurs c'est une des premières intrigues du pilote, c'est comment ça se fait que ce vampire soit au courant de tout ce qui se passe dans la ville. Mais ça je vous dirai pas pourquoi. Et donc en fait pour récupérer au cas où vous seriez intéressé par ce truc. Bah oui, franchement oui. Et donc pour récupérer un peu sa place de roi de la Nouvelle-Orléans, il va devoir s'allier avec des ennemis des vampires que sont les sorcières. Là je regarde. Et il n'y a pas des fées, des trucs. Non, il n'y a pas de fées. Non. Il n'y a pas de trouble non plus. Non. Non. Et voilà, donc on découvre un petit peu cette... histoire d'amour. Non, il n'y a pas d'histoire d'amour, et justement, tant mieux. Pour le moment. Non, mais... Voilà. En fait, la série a été développée avec la même équipe que Vampire Diaries. Ils ont pris un personnage qui plaît beaucoup dans Vampire Diaries, qui est Klaus, qui est le gros méchant, mais qui est vraiment un très bon personnage, je trouve. C'est le meilleur personnage de toute façon de Vampire Diaries pour moi. Ce sont toujours les méchants. Et ils ont fait en sorte que si on suit Vampire Diaries, on suit la série nickel. Même si on ne suit pas Vampire Diaries, on peut quand même regarder The Originals. Donc c'est vachement bien fait. Non, t'inquiète pas. Si, non mais si. Si, sans doute. On n'est pas je te rassure, je regarderai pas. Moi qui suis pas Vampire Diaries, j'ai pas du tout été perdue parce qu'ils expliquent vraiment très bien au début. En plus, ils prennent un point de vue différent de l'épisode qu'on a vu dans la saison 4. Donc c'est le frère de Klaus, Elijah, qui raconte l'histoire. Donc du coup, c'est pas tout à fait pareil. Moi, j'ai trouvé que c'était beaucoup mieux que Vampire Diaries. Honnêtement. Et Marcel Eh ben Marcel, pourquoi Parce qu'en Louisiane, les mecs, ils ont des noms français, c'est tout. Ouais, Marcel, ouais. Bah oui, il y a Thierry aussi, et puis je sais plus, il y a Benoît, et voilà. Jean-Pierre, tu vois. Non, il n'y a pas de Jean-Pierre, mais c'est comme ça, c'est culturel ça en même temps. Ouais, puis c'est les noms qui les font rêver un peu aux Américains, tu vois. Marcel. Bah ouais. Yeah. Exactement. Et il y a Sophie, la sorcière. Ok, il y a du vaudou, il y a du vaudou aussi un peu, des trucs, non, rien. C'est la Louisiane. Disons que la magie, c'est de la magie, ils appellent la magie ancestrale, donc ils tirent leur essence des morts, donc oui, enfin, c'est pas du vaudou, mais. D'accord. Donc non, mais moi, ce que j'aime bien, c'est le choix du lieu est assez intéressant parce que c'est vrai que la Louisiane, c'est quand même un endroit où il y a de vampires. Mais non, mais c'est un endroit où il y a plein de croyances et du coup, c'est un terrain propice aux sorcières et tout ça. Et puis en plus, je trouve que les paysages sont vachement bien parce que c'est hyper varié. Il y a le bayou, il y a plein de cimetières hyper glauques. Si vous êtes sorcière, donc c'est un endroit idéal pour vous. C'est ça. Et puis la ville est vachement sympa. Bon, par contre, je trouve que niveau... ils exploitent pas trop le filon musical de la Nouvelle-Orléans. Ils collent un peu de temps en temps un truc, mais c'est un peu mal fait. Je trouve c'est un peu lourd. Mais bon, ça c'est... D'accord, mais il sort toujours le jour donc. Oui, mais ils ont une bague, mais c'est expliqué dans Vampire Diaries. Ils ont mais il y en a combien de bagues ? Voilà, il y en a un paquet. Ah ouais, d'accord, ok. Non, en fait, alors comment on pourrait faire des vampires qui sortent le jour ? Mais n'empêche, ils auraient carrément pu créer un nouvel univers où les vampires peuvent sortir le jour. C'est ce qu'ils ont fait. Oui, mais en dehors des bagues. T'es pas obligé de dire qu'il y a une bague si tu veux vraiment tous les faire sortir. Ben non, puisque dans Vampire Diaries, c'est l'histoire des bagues. Donc ils vont J'en sais rien. Moi, à partir du moment où on me dit c'est l'histoire de vampires qui sortent en plein jour, j'arrête. Donc c'est pas compliqué. Mais justement, dans la série là, il y a les vampires qui sortent le jour et les vampires qui ne peuvent pas sortir le jour. En fait, ceux qui sortent le jour, ce sont les privilégiés qui sont de l'entourage de Marcel, qui leur a permis de faire ça. Une vraie fracture sociale. Hein, oui, alors que les autres, c'est clair, c'est les esclaves. Ceux de la nuit, c'est les esclaves, ils sont là que pour chasser et tuer. Du coup, j'ai une bonne question. Ceux qui sortent le jour, ils dorment la nuit ? Eh ben, on les voit pas dormir, figure-toi. Ils dorment jamais. Donc je ne sais pas. On les a pas encore fatigué quand même, parce que moi, tu vois, ça fait plusieurs jours, je dors pas beaucoup et je suis un peu fatigué. T'es pas un vampire. C'est peut-être pour ça. C'est ça. Mais moi, je sors le jour, hein, sans bague. Alors, merde. Bref, donc tu recommandes évidemment pour toutes les jeunes filles de moins de 15 ans. Non, mais non. Alors, c'est la CW, donc normalement c'est ciblé plutôt ado, mais en fait, moi je trouve que c'est pas si ado que ça. Jeune, hein.
Ouais, c'est ça. Non, parce qu'il n'y a pas cette histoire d'amour niaise. Il n'y a pas la musique qui balance à fond comme dans toutes les séries de la CW, de la pop, tout ça. Enfin, c'est assez pénible. Moi, j'aime pas ça. Et tout ça, quoi. Avril Lavigne, j'en sais rien. Il balance tout le temps de la pop dans les séries de la CW. Gaga, moi, je trouve ça énervant. Et c'est pas très ado, je trouve, justement. C'est plutôt adulte. C'est comme Teen Wolf. Non. Mais non, Teen Wolf, il y a une histoire d'amour. Ah ouais, d'accord. Mais il y en aura une. Franchement, c'est mal barré, là. Ouais, bon, on verra. C'est hyper on verra. Moi non, mais toi oui, certainement. Bah écoute, moi j'ai vu les 2 premiers et franchement je trouve ça pas mal. Ouais, mais Timo Audrey nous dira alors là, saison 2, voilà ce qui s'est passé. Tu vois? Parce que vous allez suivre, vous. Bah non, mais voilà. Ouais, bah c'est toi qui es fan. Alors qui c'est qui a regardé? La vérité est ailleurs. Bref, bah, merci. Non, mais donc bien, The Original. Non, mais d'accord, ok, tu dis que c'est bien. C'est pas mal. D'accord. Ouais. Moi, c'est pas ma tasse de thé, mais je suis sûr qu'il y a des gens qui ça peut plaire. Oui, pas mal, je pense. Pas mal de gens, non, honnêtement, c'est pas mal du tout. Ok, bon, donc les originaux. Les originels. Nel, pour le coup, ouais. Ouais. Les originels. Ça fait bizarre. Mais tout de suite, quand tu traduis, c'est moche. Ouais, c'est ça. Ouais, je traduirai pas Vampire Diaries. Bref, allez, on passe à la suite. Dans la rubrique cinéma, Kevin va nous parler d'un... Sortie DVD. Sortie DVD. Cette fois-ci, pas de film au cinéma. Et ouais. Il avait pas envie de... Bon, si, mais il y a de la merde. Ouais, t'as pas été voir Planes? Non, mais il était pas sorti. En fin octobre, il y a 2 grosses sorties, on en reparlera bientôt. Donc, sorti en DVD d'un film qui s'appelle Berberian Sound Studio, qui est sorti le 2 octobre. Berberian Sound Studio. C'est très mystérieux. Qui est sorti chez Wildside le 2 octobre. Donc c'est un film, j'ai une impression un peu mitigée devant. Il y a des éléments que j'ai trouvé vraiment excellents dedans. Quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit... Ouais, c'est particulier. Hein. Ouais. Il y a des éléments vraiment excellents, mais j'ai pas aimé le film en fait. Donc tu vas voir. Eh ben ce soir on se fait des amis donc. C'est ça. Alors on continue. Ils vont m'aimer chez eux. Donc pour résumer l'histoire, ça se passe dans les années 70. Ouais. C'est l'histoire d'un ingénieur son qui s'appelle Gilroy, qui est un type très timide, très introverti, et qui est embauché pour aller travailler dans un film d'horreur en Italie. Et un film, c'est le genre giallo. Je sais pas si ça te parle, le genre giallo. C'est un genre très populaire en Italie dans les années 70. Ce sont des films d'horreur en fait. Et t'as toute une image photo giallo. Donc t'as par exemple un tueur, c'est toujours des tueurs à l'arme blanche. C'est toujours des films très sanglants, très violents. Toujours le mec habillé avec des gants de cuir et tout. Donc le mec il est embauché pour travailler là-dessus. Et l'ambiance est vraiment très très bizarre autour du tournage. Il se sent seul, il a le mal du pays. Et il commence à sombrer dans la folie petit à petit. Donc, c'est un truc un peu sympa, tu vois. Si c'est d'hiver, tu sais pas quoi faire, tu veux égayer ta soirée. Exactement, tu veux remonter le moral. Tu regardes Berberian Sound Studio. L'image est impressionnante. Hein. La photographie est superbe, c'est très très léché. Et justement, il y a des références au giallo, parce que dans le giallo, c'est toujours des couleurs très, très primaires. Ouais. Et donc là, tu retrouves vraiment cette touche-là. C'est vraiment un des points forts du film. Mais le vrai point fort du film, c'est l'ambiance sonore, vraiment. Pour un film qui est basé sur un ingé son. Ouais, pour te donner un exemple, tu ne vois pas une seule image du film en fait. Tout passe par le son. Le seul passage du film que tu vois, c'est le générique. Qui sert en fait quasiment de générique au Berberian Sound Studio. Et le reste, tu ne vois rien du tout, aucune image. Tout ce que tu entends les dialogues du film. Ouais, quand lui fait son truc. Il y a aussi des doubles, des actrices qui sont sur le tournage, donc qui font les voix, qui font aussi des bruitages. Et en fait, tu arrives un peu à reconstituer tout ce qui se passe à travers ça. C'est pas mal. Et t'as aussi les bruiteurs. Par exemple, t'as des mecs qui vont... Avec des gobelets, faire le cheval. Ah, mais c'est ça. Par exemple, ils vont simuler un mec qui s'écrase, qui pète une fenêtre, qui s'écrase par terre. D'accord. Ils vont jeter une courge par terre, tu vois. D'accord, ok. Ou à un moment, t'as une scène où t'as un type qui s'est poignardé. Tu le vois devant son micro en train de poignarder un chou. Faut faire le bruit. Mais en fait, le bruit est tellement réaliste que mélangé à ça, mélangé au dialogue que t'entends, en fait, les cris, ça te crée une ambiance vraiment hyper malsaine. Et vu, t'as ton imagination en fait qui joue derrière. Ouais. Donc, tu t'imagines vraiment tout le truc. Bon, et du coup, lui, il devient fou et il tue tout le monde. Et non. Moi, c'est ce que j'attendais en fait. C'est vraiment ça que j'entendais dans le film en fait. Mais en fait, non. Et en fait, il se passe rien dans le film. Voilà. Je te jure, j'ai dû attendre le film fait 1h30. Et j'ai attendu quasiment les 3/4 de l'histoire pour qu'il y ait un rebondissement. D'accord. Donc spoil pas, parce que si c'est le seul rebondissement du film... le rebondissement est un peu intéressant, même si après c'est pas suivi en fait, la fin est un peu bâclée. D'accord. Là-dessus, t'as donné envie un peu aux gens de le regarder, donc déjà, qu'est-ce qui se passe dans le rebondissement?
Histoire de finir d'achever le film, hein. Non, je déconne. Bon, c'est particulier. Bon, le rebondissement, c'est pas mal. Mais il y a des tentatives avant de lancer le truc. Le problème, c'est que c'est pas du tout suivi. D'accord. Il y a des trucs un peu bizarres qui se passent. Et t'as l'impression que c'est mis de côté. Et le mec s'intéressait pas au sérieux, en fait. Il était vraiment dans son ambiance. L'ambiance, c'est vraiment extra. Du coup, en fait, il faut presque le regarder uniquement pour ça, quoi. Ouais, c'est vraiment un film d'ambiance. C'est un peu... je comparais un peu à David Lynch, mais en moins bien. Parce que David Lynch, t'es vraiment pris dedans. T'as quand même un son dans l'histoire. Donc t'as l'ambiance, mais tu t'ennuies. Moi, je me suis ennuyé devant, en fait. Je suis pas du genre à regarder ma montre dans les films, mais là, je regarde ma montre tous les quarts d'heure, quoi. Alors que le film dure 1h30. C'est court, quoi. Donc, c'était vraiment raté, quoi. Ok. Et les acteurs étaient très bons. Il y a Toby Jones dedans, je sais pas si tu vois qui c'est Toby Jones. Non. Il jouait dans La Top, il jouait dans Captain America. Ouais. Il jouait dans Doctor Who aussi, il jouait dans l'épisode Doctor Who. D'accord, je savais pas qu'il a été dans Doctor Who. C'est saison 5, le Dream Doctor, c'est un mec assez petit. Je sais pas si ça te parle, Toby Jones. Non. Donc c'est un mec qui a fait beaucoup de films. Ok. Il joue vraiment de très très bons personnages. Et là, il joue l'introverti au milieu d'une foule d'Italiens totalement extravertis en fait. D'accord, ok. Mais ouais, donc du coup, tu t'attends à ce que ça dégénère à un moment donné. En fait, moi je m'attendais, donc c'est vraiment inspiré du giallo. Je m'attendais vraiment à avoir un vrai giallo dans un mec qui travaillerait sur un giallo, donc avec une histoire, un tueur et tout ça. Une espèce d'Inception. Ouais, exactement, une petite mise en abîme, hein, tu vois, du truc. Et en fait, rien du tout. Je me suis vraiment ennuyé devant. Donc tu recommandes pas aux gens? Non, je pourrais pas recommander un film auquel je me suis ennuyé. Après, c'est un film à voir quand même pour l'ambiance, parce que l'ambiance est vraiment très soignée. L'ambiance visuelle est c'est soignée. plutôt pour les cinéphiles alors. Ouais, c'est vraiment pour les cinéphiles. Hein. Ok. Le film est disponible, il sort en DVD, en Blu-ray, il sort aussi en VOD. Donc voilà, vous le regardez en VOD, ça coûte quelques euros. Et ouais, je pense que c'est un film qui était vraiment à voir au cinéma. Je pense qu'au cinéma, plonger dans une salle noire avec le son et tout, ça aurait pu être intéressant. Parce que moi, le trailer que j'ai vu en tout cas donnait plutôt envie. Ouais, parce que justement tu voyais tout ce qui était sonore en fait. Voilà. T'as pas l'histoire derrière. Et j'ai trouvé ça super bien amené, et même l'image, je trouvais l'ambiance pesante et tout. L'ambiance, ouais, le plan c'est blanc, c'est assez malsain. En fait, c'est bien réalisé. Le problème, c'est qu'il y a un problème de scénario. Il y a pas vraiment d'histoire en fait. C'est ça en fait. Donc du coup, t'attends qu'il se passe quelque chose en fait, et il se passe rien avant les 3 quarts d'heure. Les 3 quarts de l'histoire. Bon, bah voilà, on vous a fait économiser un peu de temps. Donc c'est dommage. Avoir une bonne ambiance c'est bien, mais avoir une bonne histoire c'est mieux. Voilà. La petite conclusion. C'est la conclusion. La conclusion. Hein, c'est la conclusion de cette... Donc ouais, déception, Barbarian Sound Studio. Ok. Pas Inception, Deception. Deception. C'est ça. Allez, on passe à la suite. Dans la rubrique jeux vidéo, Audrey va nous parler d'un jeu attendu par des millions de personnes, un jeu Blizzard qui est pas encore sorti, et elle a droit à une clé bêta. Waouh. On dira pas merci à qui parce que sinon après tout le monde va le demander. Oui. Hein, donc le jeu c'est Hearthstone. La pierre de cœur, de foyer. C'est ça. Pierre de cœur, cœur de pierre. C'est un jeu donc développé par Blizzard. Ouais. Qui n'est pas une grosse production comme Blizzard est habitué. C'est une petite équipe en fait. C'est ce qu'ils appellent la Team 5. En fait, ils sont 15, mais c'est la Team 5. Ouais, parce que tu multiplies par 3, ça fait 15. Voilà. Parce qu'ils font les 3-8. Juste pour rappeler... Comme ça, ils sont toujours 5 à travailler dessus tout le temps. Voilà. Team 5. C'est ça. Juste pour rappeler des chiffres sur les anciens jeux de Blizzard, ceux qu'on a vus il y a pas longtemps. Ils étaient 30 sur StarCraft, donc qui est quand même un peu vieux, 40 sur Warcraft 3, 60 sur WoW, 75 sur Diablo 3, donc ils ont quand même grossi. Ils ont viré tout le monde, ils ont dit bon maintenant on est 5. Non, ils ont grossi de plus en plus, et là le challenge a été de se dire on refait ce qu'on faisait au début, en fait, on essaie de réunir une team un peu plus réduite, et on se lance sur un nouveau concept, un nouveau jeu, et on voit ce que ça donne. Donc du coup ils lancent StarCraft. Non. Premier, qu'ils ont redéveloppé. Ils lancent Hearthstone, qui est un jeu de cartes à collectionner. Ouais. Version numérique, donc un jeu vidéo jouable sur PC et sur Mac, bientôt normalement sur tablette. Je sais qu'il y a un super Magic quoi. Il y a des tests en interne pour l'instant sur tablette. Ouais. Oui, c'est une sorte de Magic, c'est une sorte de Yu-Gi-Oh, une sorte de... Oui, tous les jeux de cartes. Voilà, c'est un jeu de cartes tout simplement. Ouais. C'est un free-to-play. Donc pour l'instant, on a la boutique qui est un peu ouverte aussi. Et donc le jeu est gratuit. On retrouve... c'est ça qui va changer un peu de Magic. On va encore une fois composer un deck, donc un ensemble de cartes, donc une stratégie, qui va correspondre à une façon de jouer. Mais là, en plus, on va être réduit dans les choix des cartes
par rapport à la classe qu'on choisit au départ. Ouais. Si t'es mage, clerc... Oui, alors là on a les mêmes classes que le World of Warcraft original. Ouais. Donc on retrouve mage, guerrier, druide, chasseur, paladin, chaman, voleur, etc. C'est les classes de WoW. Voilà, on retrouve les mêmes classes, l'ambiance de toute façon est assez semblable. Et donc on commence, on choisit une classe, on va donc avoir des... Chasseur, ça, apparemment c'est un truc de pupute. Hein. Le chasseur, moi je suis pas fan du chasseur. Oui, mais il fait des petits coups de pupute qui peuvent retourner. Ah, si. Ils sont tous. J'ai vu quand ils ont fait le rééquilibrage, ils ont un peu rééquilibré. Hein. Le chasseur. Bon, alors tu choisis ta classe. Tu commences avec un deck au départ qui t'est débloqué. Et en jouant au fur et à mesure, en augmentant tes niveaux avec ce personnage en particulier, tu vas aussi débloquer des cartes pour les ajouter à ton deck. Donc plutôt pas mal. On a un tirage au sort en début de partie. Si je commence ma partie, j'ai un avantage sur toi, donc du coup, toi en échange, tu vas avoir une carte supplémentaire et une carte qui te permet d'ajouter un point de mana quand tu veux. Et cette carte, elle déclenche ne coûte rien. Donc, t'as quand même des petits bonus. Assez sympa d'ailleurs. On voit que le système de jeu est classique pour un jeu de cartes à collectionner. On a des invocations, donc ici, ils appellent ça des serviteurs, que tu vas faire apparaître, donc des monstres, qui peuvent attaquer soit les monstres adverses, soit le personnage qui est en face de toi. Parce que le but du jeu, ça va être de mettre les points du personnage qui sont de 30 à 0. En fait, l'idée, c'est qu'à chaque fois que tu poses des cartes, enfin des serviteurs, en fait, c'est eux qui prennent les dommages au lieu que ce soit toi qui les prennes. Non. Mais si, il y en a il y a certains des serviteurs qui ont mais pas tous, du coup. Pas tous, voilà. Mais l'objectif, c'est ça, c'est de te protéger quand même, ou alors de mettre des serviteurs qui attaquent en face. Et donc l'idée, c'est en gros de passer cette première ligne de défense pour toucher le magicien. Ou alors, il y a une stratégie. T'as soit tu te dis non, je m'en fous, sauf si je suis obligé de le détruire, je le fais. Voilà, ça a plusieurs stratégies à mettre en place. Oui, parce qu'en fait, en fonction des serviteurs que t'as, ils peuvent aussi ignorer complètement ou transformer. D'ailleurs, j'ai vu que tu pouvais même transformer des cartes qui, par exemple, n'étaient pas des cartes gardiennes, c'est-à-dire. Oui, tu les mets en provocation. Voilà, et tu peux changer en fait ça. Donc, pour les serviteurs, en gros, quand tu poses ta carte, t'en as qui n'ont pas d'effet spécial, t'en as qui ont des effets spéciaux, donc notamment la provocation qui oblige les monstres adverses à t'attaquer, attaquer la carte en question. Tu as aussi la charge, donc je pose ma carte, je n'ai pas besoin d'attendre un tour pour la jouer, je peux la jouer direct. Tu as pas mal de cris de guerre différents, ça peut être des buffs sur d'autres personnages, donc rajouter de l'attaque, rajouter de la défense, des points de vie parce qu'il n'y a pas vraiment de défense, des buffs, des soins aussi. Il y a une carte, je sais plus laquelle, où tu fais autant de dommages qu'elle a de points de vie. Oui. Et donc en fait, quand tu l'as, de suite tu la heal et elle passe à 12 de dommages alors qu'au départ elle en faisait 4. Quoi. Après tu retrouves vraiment les mécanismes que tu avais dans tous les autres jeux de cartes. Donc t'en as qui jouent beaucoup sur les points de vie, t'en as qui vont jouer sur la quantité, beaucoup de petits personnages à mettre, mais qui vont tous se buffer les uns les autres, donc du coup ça peut donner une armée assez conséquente et assez difficile à vaincre. Il y a du craft aussi. Pas mal de choses. Oui, alors attends, j'en reviens juste au niveau du système de jeu. Donc t'as les serviteurs, t'as ta classe, et en plus, en tant que personnage, tu as aussi un sort, en fait, un pouvoir héroïque, dont tu peux utiliser pendant la partie. Le pouvoir héroïque dépend totalement de la classe de ton personnage, ce qui est logique. Un mage va lancer des boules de feu, un chaman va pouvoir invoquer des totems, le démoniaque par exemple va pouvoir perdre des points de vie pour piocher des cartes. Enfin, c'est vraiment inhérent à ta classe, c'est plutôt sympa. On retrouve encore des cartes pièges, on retrouve aussi des sorts, on retrouve des armes à équiper sur ton personnage personnel. Donc par exemple ton voleur, je vais l'équiper de dagues pour pouvoir attaquer directement. Donc c'est assez bien fait. Juste la gestion du mana est assez simple. Donc Magic, c'était toujours un peu... t'avais toujours envie de piocher les terrains pour pouvoir enfin appeler tes monstres qui demandaient beaucoup de terrain et flipper tes terrains. Là ici, on commence avec un point de mana et à chaque tour, on va avoir un point en plus. Et à chaque tour, ton mana est est rechargé complètement. Donc c'est beaucoup plus simple. Les parties vont du coup plus vite. Les parties, elles durent 10-15 minutes. Donc... c'est peut-être le point un peu simplifié, mais il y a quand même pas mal de choses qui permettent pas de compliquer, mais d'avoir des stratégies différentes en fait. C'est pas forcément plus simple que Magic, c'est juste différent. Ok. Tu m'as parlé tout à l'heure... Du craft. Donc ton deck, comme tous les decks, tu peux l'améliorer avec des boosters.
Les boosters, tu vas pouvoir les gagner soit en accomplissant des quêtes dans le jeu, donc par exemple être niveau 10 avec telle classe de personnage, gagner 2 matchs avec ce personnage, et là tu vas débloquer à chaque fois des récompenses. Donc les récompenses, ça va être soit de l'or, soit de la poudre arcanique, soit des boosters aussi, ça arrive que tu en gagnes directement, plutôt dans l'arène. La poudre arcanique, du coup, permet de crafter des cartes. Donc au lieu d'échanger avec des joueurs, là on n'a pas ce système, mais on va pouvoir les créer. Et on va pouvoir aussi désenchanter des cartes pour récupérer de la poussière et en faire des nouvelles. Donc ça comble le manque de l'échange. C'est plutôt sympa. C'est malin. C'est malin, voilà. Ça évite aussi d'avoir un deck rempli, pour des personnages en particulier que tu n'aimes pas. Ça permet aussi de faire des cartes, de choisir ton style de jeu. Donc plutôt sympa. Au niveau après du jeu en lui-même, comme j'ai dit, le mana il est quand même plus facile à gérer, et c'est vrai que ça rend le jeu du coup plus accessible et plus facilement compréhensible. Tu n'as pas d'armure, à part un pouvoir qui est un bouclier divin qui en fait enlève tous les dégâts du premier coup, mais sinon tu n'as pas vraiment d'armure. Tu as des points de vie, tu as des points d'attaque, et c'est tout. Ça s'arrête. Donc c'est assez simple à comprendre et à pouvoir y jouer et y prendre plaisir rapidement. Après, c'est vrai que si tu veux devenir bon, c'est comme tout jeu de cartes à collectionner. Tu dois jouer beaucoup pour pouvoir avoir des super cartes. Tu sens qu'ils ont fait le truc de façon à ce que ça soit le plus addictif possible. Donc voilà. Moi d'ailleurs, depuis que je m'y suis mise, j'ai joué un peu trop, mais bon, c'est quand même très bien. Au niveau des styles de jeu, parce que du coup, quand tu commences, tu as intérêt à t'entraîner contre des bots, d'abord pour comprendre les différentes classes. Tu vas pouvoir débloquer chaque classe d'ailleurs en jouant tout d'abord contre elle. Donc en gros, c'est un peu un tuto. Il y a un tuto, voilà, exactement, c'est ça. Tu apprends chaque classe en jouant contre elle, et comme ça, tu vois ce qu'elle peut faire et voir si ça peut t'intéresser. Et après, c'est à toi de. Voilà. Donc ça, c'est sympa. T'as une partie aussi jeu où l'enjeu en fait va être moins important que dans l'arène. Donc ça, c'est une partie de PVP contre des persos, pas contre des bots, mais tu ne payes pas pour rentrer dans ces parties. T'as l'arène où t'as un droit d'entrée, 250 gold, ou entrer aussi en vraie monnaie. Voilà. C'est un free-to-play de toute façon, donc il faudra bien... il y a possibilité de passer avec de la monnaie réelle. T'as pas le gold, c'est pas grave, tu payes, tu rentres. Mais plutôt bien fait. Donc là, le système, c'est que tu rentres dans l'arène, t'as droit à 3 défaites, et à 3 défaites, t'es éjecté, et il faudra repayer. Mais tant que tu n'as pas perdu 3 fois, tu peux jouer autant de fois que tu veux. Et plus tu vas avancer dans les combats, par exemple, je vais gagner 6 fois avant de perdre, ma clé, parce qu'il y aura une clé en fait entre chaque étape intermédiaire, va changer de forme et va me débloquer en fait des récompenses différentes. Donc c'est là où tu vas gagner le plus au niveau récompense. Donc c'est là où c'est plutôt sympa de gagner et d'aller loin. Mais c'est plus compliqué parce que quand tu commences, t'as le droit à... On te propose 3 classes aléatoires, donc c'est pas toi qui choisis. Et le deck, pareil, c'est construit de façon aléatoire. Donc à chaque fois, t'as 3 cartes, tu choisis. Il y a un avantage quand même, c'est que du coup, ça évite que t'aies un mec qui joue depuis hyper longtemps, qui prend toujours la même classe et qui s'est fait un deck de ouf. Là, ça permet de rééquilibrer un peu le truc. Ça rééquilibre, et en plus, les cartes, il faudrait que je le vérifie, mais il me semble que c'est pas forcément des cartes que tu as. D'accord, ok. En tout cas pour l'instant, parce que moi j'en ai eu quelques-unes qui sont sorties et c'était pas des cartes que j'avais et qui sont plutôt sympas. Donc en plus ça te donne un aperçu de ce que tu peux éventuellement avoir. Ils sont malins chez Blizzard, ils sont malins. Ouais, c'est bien pensé, hein. C'est vraiment bien pensé. On n'a pas de date de sortie forcément, bienvenue chez Blizzard. Oui, pas de date de sortie, mais eux ils disent qu'ils veulent pas faire de grosses productions où ça met 10 000 ans à se développer. Donc... Non, voilà, tout ça. Et par contre il est beau, hein. Enfin, les animes et tout sont chouettes. Le jeu est chouette. Vraiment, c'est chouette. C'est l'univers de Blizzard, de toute façon on n'est pas perdu. Au niveau des dialogues d'ailleurs, quand tu rentres, parce que c'est le problème quand tu joues contre des vraies personnes, t'as souvent des trolls velus, t'as aussi des gros noobs que t'as envie d'insulter. On est dans World of Warcraft, donc le troll, bon c'est... Ouais. Voilà. Warcraft, là, c'est plutôt malin, encore une fois, pour éviter d'avoir des gens qui s'acharnent sur d'autres personnes ou des parties qui sont malmenées parce que le mec en face il fait que te traiter de tous les noms, t'as ok. Et mais là en fait, t'as, je crois, 6 lignes de dialogue à choisir, donc bonjour, bien joué, enfin toi c'est vraiment des choses prédéfinies. Et t'as aussi une menace, tu vois, donc mais c'est ton personnage. Je vais niquer ta race, je vais égorger ta mère. Tout est préenregistré en fait, donc du coup la menace va correspondre au perso que tu joues. D'accord. Donc tu vois, c'est pareil, le bonjour va correspondre au perso que tu joues, donc c'est sympa, ça permet d'avoir un peu d'interactivité, et en plus c'est international du coup.
parce que chaque langue est traduite. Voilà. Toi, tu cliques sur une phrase en français, mais l'américain qui est en face, c'est en anglais que ça apparaît. Donc plutôt sympa. Voilà. Ouais, donc moi j'attends aussi la version tablette parce que c'est vraiment un jeu. Ça je pense que c'est clairement voilà, le jeu tablette c'est ce qu'il faut quoi. C'est vraiment le jeu, tu te dis bon allez, je me pose 10 minutes. Et grâce à la 4G en plus, vous pourrez jouer n'importe où. Petit truc pour finir, au niveau parce que j'ai envie de faire un clin d'œil aussi à ce jeu. Moi ça me fait aussi penser à Might and Magic Clash of Heroes, qui était un jeu DS, je crois qu'elle a adapté sur le Xbox Live d'ailleurs après, et sur PC il me semble aussi, qui est un jeu de stratégie aussi où tu incarnes un personnage qui va avoir des unités et un pouvoir spécial par rapport à sa classe, et par contre tu places en faisant plus comme un Tetris, on va dire, tu arranges tes classes pour qu'elles soient 3 en ligne ou verticales, soit pour faire des murs, soit pour faire des attaques en fait. Et c'est vrai que ça me fait penser un peu à ce genre d'univers, donc ce serait un peu ce genre d'univers mélangé à du Magic, et j'adore. Ok. J'aime vraiment beaucoup. Donc évidemment quand ça sera dispo, tu recommandes chaudement de l'essayer. Oui, alors il y a beaucoup de sites qui offrent des clés régulièrement. Ouais. Donc, Corben l'a fait il y a pas longtemps. Voilà, donc n'hésitez pas à chercher un peu. Bon, il a organisé le concours, je vous dis pas combien il y a de gens, mais ça se chiffre en milliers. Ouais. Presque en dizaines de milliers d'ailleurs même. Donc je sais plus combien il avait de clés à faire gagner, mais... Mais après il y a beaucoup de sites qui le font, donc n'hésitez pas à chercher, il y a moyen d'en trouver une. Ouais. Mais il y en a pas tant que ça, je sais qu'ils les distribuent pas, il y a pas beaucoup de monde qui y ont accès en fait. Voilà. À noter, il y aura une remise à zéro comme ça se fait souvent des profils, donc c'est pas la peine d'acheter plein de cartes pour l'instant, d'accord, voilà. Évitez ça. Jouez plutôt avec les gains virtuels. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, vaut mieux. Bah après, faites ce que vous voulez, mais bon, vous allez tout perdre. Donc, si vous avez beaucoup d'argent et que vous voulez le jeter, vous pouvez aussi faire un don à l'association Geeking. L'adresse s'affiche en bas de l'écran. Donc voilà. Voilà, bref, ok. Donc Hearthstone de Blizzard, bientôt disponible un jour. When it's done. Voilà, it's done when it's done. Non, mais là, a priori, ça va être it's done. Oui, soon. Soon. Very soon. Dans la rubrique jeu, Seb va nous parler de... Alors d'un petit plaisir solitaire. Un petit plaisir solitaire, voilà. Se taper un petit loup. Voilà, c'est ça. Voilà. Non, en fait, à la base, c'est une extension du jeu de rôle Loup Solitaire, puisqu'il s'est sorti en jeu de rôle. On en parlera bientôt. Voilà. Donc c'est le Grimoire qui fait ça, donc il nous a envoyé ça. En fait, c'est un bouquin en 4 parties. Et la première partie est une extension pour le jeu de rôle. Ok. En fait, ça te décrit des nouveaux persos qu'on peut jouer à la place du Seigneur Kai. Ok. Voilà. On remet dans le contexte, parce que là, t'es déjà parti. Voilà. Loup Solitaire, à l'origine, c'est un livre dont on est le héros. Voilà. Ils en ont fait un jeu de rôle. Et là, c'est donc un premier livre. Pseudo-extension. Ouais. Voilà, qui sert d'extension éventuellement au jeu de rôle dont on parlera plus tard. Mais donc, ça se joue du coup quand même comme un livre dont on est... Alors, après, je vais parler du reste. Juste, je vais parler de la première partie qui pour l'instant est l'extension du jeu de rôle. Donc en fait, elle permet d'incarner des nouveaux héros. Acte 1, scène 1. Voilà. Les nouveaux héros, donc, qui sont le patrouilleur frontalier du Nord, l'herboriste du Botard, le chevalier de la montagne blanche, l'amazone Telkos. Alors là, il y aura beaucoup de gens qui seront contents de la retrouver parce qu'elle avait disparu entre les 2 éditions du jeu. Guerrier mage Valkeros et barbare des glaces de Kalt, c'est des personnages qu'on croise dans les aventures de Loup Solitaire. Voilà, et donc là, on peut incarner. Dont on est les voilà, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le jeu de rôle Loup Solitaire, on peut pas incarner de gens lambda, en fait. On peut pas incarner un guerrier. Point. C'est toujours des gens un peu héroïques. Oui. Donc c'est pour ça que c'est toujours c'est toujours des archétypes très poussés. Voilà. Donc la première partie c'est sur ça, mais bon, je vais m'arrêter là parce que c'est pas vraiment le plus gros intérêt du bouquin. Ensuite, par contre, les 3 autres parties, c'est en fait 3 mini-livres dont on est le héros. D'accord. Mais où on ne joue pas Loup Solitaire. D'accord. Mais en fait on le croise, ou on l'aide. En fait c'est un peu l'envers du décor. Ah, en fait, ce que tu as fait éventuellement dans le jeu, là, tu retrouves les trucs, mais... Tu peux le recroiser et tu peux voir, et tu peux jouer le gars qui l'a aidé dans l'ancien bouquin. D'accord. Voilà. C'est malin. C'est malin, ouais. Alors, c'est des mini-aventures, parce que, tu vois, un Loup Solitaire, en principe, c'est dans les 400 chapitres. Là, c'est dans les 150. Ça va, 400 chapitres, c'est bon. Voilà, enfin, chapitre, quoi. C'est pas chapitre, c'est les... T'es les mecs qui s'imaginent déjà un livre comme ça. Non. C'est les petits paragraphes de livres dont on est les héros. Donc, et là, on est plutôt sur du 150 ou du 180. Donc ça se torche assez vite.
Mais c'est sympa donc de faire cet autre côté. Donc dans le premier qui s'appelle la bataille du Rhiannon, en fait on incarne Rémir Val, qui est un capitaine de la garde royale du Summerlund, donc qui est un des pays que tu as dans le solitaire. Et en fait, ce personnage, on le croise dans le Gouffre Maudit, donc qui est un des premiers de la série. Et là, en fait, t'es chargé par le roi d'enquêter sur la disparition d'un convoi de minerais. Bon, c'est assez classique. Moi, ça m'a un peu rappelé, dans l'autre série Défis Fantastiques, t'avais un jeu, il y avait un livre qui te permettait d'incarner ton héros et une armée. Et là, c'est un peu pareil. À part que là, t'as pas le détail de l'armée, mais tu vois tes soldats interagir et tout avec toi. Donc voilà. Petite aventure, quoi. Petite aventure, sympathique. Alors, comme on n'incarne pas un Seigneur Kai, aussi, c'est pareil, on choisit pas les pouvoirs du Seigneur Kai, il y a des pouvoirs alternatifs, en fait. Le second, qui est pour moi le mieux des trois, donc qui est un peu plus long parce qu'il fait 180 paragraphes celui-là. En fait, ça s'appelle Les Clés du Destin. En fait, tu incarnes Gwynian le Sage, qui est un astrologue qui avait prédit la venue du loup solitaire et que tu croises dans plusieurs aventures. Donc aussi dans le Gouffre Maudit, si je dis pas de bêtises, oui, et dans la Pierre de la Sagesse et dans d'autres. Et en fait, c'est lui qui doit révéler où sont les pierres de la sagesse à loup solitaire et qui, en même temps, va le protéger un peu d'un espèce de complot. Et donc toi, tu joues... Et là, tu joues le mage. D'accord. Et alors là, c'est vachement sport parce que tu peux pas trop jouer sur le physique. Et il faut bien que tu choisisses tes pouvoirs. Donc justement, c'est pas trop sport, quoi. Non, mais... Tu joues pas sur le physique. C'est le plus compliqué des trois. Et il est vraiment... C'est le seul où je suis mort quelques fois avant de tenter... avant d'y arriver. Et il est vraiment différent, et je trouve le côté... il est plus basé sur le complot, sur la réflexion, sur ce qu'il faut faire ou pas pour arriver à aider loup solitaire. Ok. Il est pas mal celui-là, enfin moi c'est mon préféré. Et le dernier, le Seigneur de Mélédor, en fait on incarne Lorcon Cœur d'Acier, qui est un seigneur mélédorien d'Asiam. Et en fait c'est un peu assez similaire au premier. C'est-à-dire que c'est pareil, t'es un espèce de capitaine qui part avec son armée, les pouvoirs sont assez similaires à celui du premier. D'accord. Et en fait, lui, il enquête sur une menace de son pays, et donc tu pars avec une armée et tout, mais après tu t'en défais, et par contre, je le trouve un peu plus fouillé que le premier, quand même. D'accord, l'histoire un poil plus... Mais il est quand même assez facile aussi. Ok. Voilà, donc en gros, dans un livre, t'as 3 petites aventures. En fait, c'était des... donc ça, en France, c'est des bouquins qui sont inédits. Ok. Voilà, qui n'étaient pas sortis, et qui étaient sortis, si je me trompe pas, qui étaient des bonus qui avaient sorti de Jeux d'Ever, quand il avait refait un peu quelques trucs. Ok. Et du coup, ça te sert à la limite de petite extension pour le jeu de rôle dont on... Oui, alors ça sert toujours, comme tous les livres dont on est le héros par rapport aux jeux de rôle qui ont été faits à partir d'eux, ça peut toujours servir d'histoire et tout. Tout à fait. Et ce qui est sympa, c'est qu'à chaque fois, non, sauf dans le dernier non, mais dans les deux autres, au bout d'un moment, tu croises loup solitaire, et tu le vois arriver, et en fait, c'est un peu toi, quoi. Donc c'est assez rigolo et c'est sympa. Ok. Donc tu recommandes, ça vaut combien ce petit là, il vaut 23€ celui-là. Ok. Alors, oui, je recommande parce que c'est sympa. Voilà, il y a ces trois histoires inédites, donc qui permettent de mieux découvrir le monde et avec l'envers du décor. Donc ça, c'est bien sympa. Et avec des nouvelles illustrations aussi, qui sont... Alors, le livre est bien dans le ton des livres dans nos héros comme on connaissait, avec des illustrations noir et blanc et tout, mais plus moderne, donc plus sympa. Ouais. Bon, les petits gnomes avec le... Voilà. Le fait de l'autre côté du miroir et d'y participer, en fait, c'est toi qui fais ça. Moi, ça m'a fait penser un peu au vieux jeu Star Wars Dark Forces, où c'était toi qui volais les plans de l'étoile noire. Donc tu participes au truc. Ok. T'aides les héros principaux. C'est pas mal. Donc voilà, présentation fidèle au livre dans les héros, ce que je disais. Ce qui est pas mal, un détail tout con, c'est qu'ils ont fait des petites... sur la tranche, il y a différentes couleurs. Ah oui. Et ça permet de savoir dans quel livre tu es. Tu passes pas d'un à l'autre en te gourant. D'accord, donc ça, c'est tout con, mais c'est tout pratique pour rester dans la bonne histoire. Ok. Voilà, et après sur la partie donc un peu jeu de rôle, donc il y a les nouveaux persos qui sont sympas, donc avec le retour de l'Amazon qui va faire plaisir à beaucoup de gens. Et ça peut être un peu, en fait, c'est un peu l'extension du jeu de rôle pour la récréation du maître de jeu, quoi. C'est le petit truc sympa à se faire pour préparer des scénarios, quoi. Ok.
Ce que j'aime moins, c'est je trouve que dans les parties livres dont le héros, l'histoire 1 et 3 sont peut-être un peu trop faciles. Ouais, c'est ce que tu disais, c'est voilà. Surtout qu'il y a par exemple, il y a un talent que tu peux prendre qui s'appelle tacticien accompli, en fait, qui permet dans les situations un peu difficiles savoir ce qu'il vaut mieux faire avec ton armée. Si t'es un peu un baroudeur du jeu dans le truc, le talent t'en as pas besoin, tu le sais avec toi. Donc bon. Donc du coup tu prends un autre talent. Je l'ai vite changé quand j'ai vu ce que ça apportait. Je regarde au début, je le reprends parce qu'il est nul. Et pour les nouveaux persos, ce qui est bizarre, c'est que le jeu de rôle se base sur 2 systèmes différents, et il y en a qu'un qui est exploité pour l'extension du jeu de rôle. Donc je trouve ça un peu dommage, mais bon, sinon c'est un système. Celui qui est pas exploité, c'est un système dés de 20, donc on peut facilement le. Ouais, ok, d'accord. Voilà. Ok, donc le grimoire. Le grimoire, et donc bientôt on parlera vraiment du jeu de rôle ou solitaire. Ça j'attends vraiment avec impatience. Ok, on passe à la suite. Voilà. Et pour terminer cette émission, c'est la fin déjà. C'est trop triste. Enfin, plutôt. Hein parce que je crois qu'aujourd'hui on n'a pas été très positif. Hein. Non, on a c'est bien rare bâché, parce que d'habitude dans Geeking on présente que des trucs qu'on aime bien. Mais bon, voilà. Si, moi, le Inkling, c'est cool, quoi. Ouais, la 4... Non. La 4G... Bon. Ah, The Originals. Si, The Originals. The Originals, moi, j'ai pas du tout aimé, mais... Voilà. Moi, j'ai vu, je valide, et je déteste Vampire Diaries. Alors, c'est bon. Vous pouvez regarder. Donc, vous pouvez regarder. Donc, la question, parce que quelqu'un nous a posé une petite question sur le groupe Face de Book. Allez liker. Hein. Bonjour, au début d'année... Ouais. Je pense que c'est Timo qui a parlé d'une BD avec un jeune qui devenait chauffeur poids lourd. Oui. Ah, impossible de retomber sur le nom de celui-ci. Quelqu'un aurait-il une idée? Merci. Comment s'appelle la BD? La loi du béton. C'est la loi du béton. Eh ben voilà, tu as ta réponse, Gaëtan. Si c'est pas la loi du béton, c'est l'appel du béton. Mais c'est la loi du béton, il me semble. Ok, la loi ou l'appel du béton. Ouais. C'est toi qui choisis. C'est un petit français qui faisait ça. Ouais. Ça coûtait 17 € environ. C'est pas mal. C'était sympa. Ouais. Bon voilà, donc tu as réponse à ta question. Quoi d'autre? N'hésitez pas à aller évidemment sur iTunes, laisser des commentaires, puisqu'on est aussi diffusé là-bas. Inscrivez-vous aussi, abonnez-vous sur la page YouTube, Facebook, tout ça machin. Les comptes Twitter des différents gens que j'ai affichés là depuis l'épisode précédent. Donc, sauf celui de Seb, hein, pas, hein, évidemment. Mais on va lui en créer un quand même, on va t'en créer un. Comme ça, tu pourras laisser des petits messages et tout. Sauf que t'as un nouveau projet là d'un site où tu vas tester plein de trucs et tout, donc on en reparlera quand il sera là. Mais voilà. C'est tout ce qu'on avait à dire, Timo. Bah écoute. Tout va bien chez toi et tout, hein. Ouais, ça va, ouais. Nickel, cool. La femme, les gosses, tout ça. Peut-être qu'avec Christophe, la prochaine fois, on parlera d'un animé. Ouh là là, attention, ça rigole pas, il nous fait un peu de teasing. Hein, ouais. Pour le prochain, on a quelques petits trucs. Ok. J'ai plein de trucs à parler, j'ai pas pu. Mais il y a trop de choses et le problème c'est qu'on tourne pas assez, ça doit être ça. Plein de trucs bien, du coup on a choisi que des trucs où il fallait casser la gueule. C'est ça. Mais la prochaine fois on se rattrape. Ouais, la prochaine fois il y aura que des trucs bien. Ouais, cool. Bon, c'est allez. Promis juré. Bon, on verra. Hein. Fais gaffe, tu t'engages là. Ouais. Donc on vous dit... chocolat. Ouais. Camille. Les tutos de Camille, si vous connaissez pas, regardez, c'est top. Allez, bah quoi? Oh là là, on a fait perdre l'éclairage. Je crois qu'il est temps d'arrêter. Allez, ciao les gens et à dans 15 jours. Bye.